Anthony Michael Barajas, né le 9 août 2001 de ses parents Brian et Catherine Barajas, était un jeune homme dont la présence était magnétique. Ses parents savaient dès sa naissance qu'Anthony avait quelque chose de spécial. Doté d'une capacité innée à communiquer avec les autres et d'une confiance en lui remarquable pour son âge, il attirait naturellement les gens autour de lui. Au lycée, Anthony excellait tant sur le plan académique que sportif. Élève d'honneur, il était aussi un athlète exceptionnel, occupant le poste de capitaine de l'équipe de football. Mais ses talents ne s'arrêtaient pas là. Il brillait également sur scène, révélant un talent extraordinaire pour le chant et se produisant régulièrement lors des événements scolaires. En 2019, Anthony a décidé de partager son talent avec le monde en postant des vidéos sur TikTok sous le pseudonyme It's Anthony Michael. Ses vidéos de chant, ses farces et ses défis ont rapidement gagné en popularité, attirant une grosse montée d'abonnés. En l'espace de quelques années, il avait accumulé près d'1 million d'abonnés, devenant une figure emblématique de la plateforme. Le week-end du 4 juillet 2021, Anthony a rencontré Riley Goodrich, une jeune femme de 18 ans avec qui il a immédiatement noué une connexion très spéciale. Riley, elle aussi, menait une vie accomplie. Pom-pom girl et joueuse de volleyball talentueuse, elle dirigeait également sa propre entreprise de cils et avait décroché une bourse d'études pour le programme STEM à l'université du Grand Canyon. Quelques semaines après cette rencontre, Anthony est parti en vacances à Hawaï avec ses parents, documentant chaque moment de ce voyage paradisiaque sur TikTok. À son retour, Anthony et Riley avaient prévu de se retrouver pour leur tout premier rendez-vous amoureux. Le 26 juillet, jour tant attendu de leur rendez-vous, l'excitation de Riley était palpable. Son père se souvient de sa fille, radieuse et pleine de vie, se préparant avec soin pour cette soirée très spéciale. Elle avait enfilé une belle tenue, bouclé ses cheveux et, pleine d'enthousiasme, elle était prête à passer un moment inoubliable avec son futur petit ami. Ce soir-là, Riley et Anthony sont sortis ensemble, ignorant que cette soirée marquerait un tournant tragique dans leur vie. La suite de leur histoire serait marquée par des événements que personne n'aurait pu prévoir, plongeant leur famille et amis dans une profonde tristesse et laissant derrière eux un mystère digne des plus sombres récits de true crime. Le soir du 26 juillet 2021, Riley Goodrich et Anthony Michael Barajas, impatients de leur premier rendez-vous, se sont rendus au Regal Edwards Theatre à Corona, en Californie. Ils ont acheté 2 billets pour la projection de The Forever Purge à 21h35. Ce devait être une soirée agréable, mais elle a rapidement viré au cauchemar. Parmi les autres spectateurs, un groupe de 4 amis avait également acheté des billets pour la même séance. Parmi eux se trouvait Joseph Jimenez, un jeune homme de 20 ans. Dès le début du film, les amis de Joseph ont commencé à remarquer son comportement étrange. Il semblait agité, se parlant à lui-même en chuchotant. Vers la moitié du film, Joseph a quitté la salle et est revenu avec un sac à dos qu'il avait récupéré de sa voiture. Inquiet, l'un de ses amis lui a demandé ce que contenait le sac. Joseph a répondu de manière énigmatique qu'il y avait une sangle à l'intérieur. L'inquiétude de ses amis a augmenté à mesure que Joseph devenait de plus en plus erratique, murmurant « Je ne peux pas leur faire ça ». Redoutant que Joseph ne soit armé, ses amis ont feint de devoir aller aux toilettes, mais ont quitté le théâtre précipitamment, laissant Joseph seul dans la salle. Le film se poursuivait, ignorant le danger imminent, lorsque Joseph s'est approché silencieusement du couple. Dans une explosion de violence inattendue, il a tiré sur Anthony dans la tête. Riley, terrifiée, a tenté de s'enfuir, mais Joseph a tourné l'arme vers elle et a tiré, la tuant sur le coup. Puis, dans un accès de panique, le jeune homme s'est enfui, abandonnant la scène du crime. Lorsque le générique de fin a commencé, les employés du cinéma sont entrés pour nettoyer la salle. Ils ont découvert avec horreur le corps sans vie de Riley et Anthony, grièvement blessés mais encore vivants. Le jeune homme avait reçu une balle dans l'œil et les secours ont immédiatement été appelés pour le transporter d'urgence à l'hôpital où il a été placé sous assistance respiratoire. La police, déterminée à retrouver le coupable, a rapidement lancé une enquête.
Ils ont commencé par examiner les enregistrements des billets vendus ce soir-là, ce qui les a conduits à Joseph Jiménez. Le lendemain, après avoir vu les communiqués de presse relatant l'incident, les 3 amis de Joseph se sont rendus à la police de leur plein gré. Ils ont expliqué leurs soupçons quant à l'implication de Joseph dans la fusillade. Grâce à ces informations cruciales, la police a organisé un raid sur la maison de ce dernier. Lorsque les agents de police de Corona se sont approchés d'un homme au comportement suspect, une atmosphère de tension s'est rapidement installée. En apercevant Joseph Jiménez, les officiers ont constaté qu'il brandissait une arme de poing, ce qui a intensifié l'inquiétude ambiante. Le raid qui a suivi a permis aux enquêteurs de faire des découvertes troublantes. Un pistolet correspondant exactement au calibre de l'arme utilisée dans un homicide récent, ainsi que le portefeuille de Riley, en plus d'autres preuves décisives qui établissaient un lien entre Joseph et le crime au cinéma. Ces éléments accablants ont conduit à son arrestation immédiate sous suspicion de meurtre, de tentative de meurtre et de vol qualifié. En raison de la gravité des accusations, la caution a été fixée à 2 millions de dollars. Les preuves accumulées ont permis de l'arrêter rapidement, mettant fin à une chasse à l'homme frénétique. L'arrestation de Joseph Jiménez n'a pas seulement été un soulagement pour les familles de Riley et d'Anthony, mais aussi pour toute la communauté de savoir qu'un tueur n'était plus en liberté et qu'il avait enfin été arrêté. Encore sous le choc de cet acte de violence insensé, la communauté était plus que soulagée de savoir ce dernier avec des menottes au poignet. Alors qu'Anthony luttait pour sa vie à l'hôpital, la tragédie de cette nuit continuait de résonner dans les cœurs de ceux qui avaient connu Riley et Anthony. Leur famille, complètement dévastée, cherchait à comprendre comment une soirée qui devait être remplie de joie, remplie d'amour et de bons souvenirs, avait pu se transformer en un drame aussi terrifiant. Désormais gravé dans la mémoire collective, rappelait la fragilité de la vie et les ténèbres imprévisibles qui peuvent surgir à tout moment. La police de Corona a déclaré que l'attaque était complètement non provoquée, précisant que les victimes avaient été abattues sans aucune provocation préalable. Cette déclaration glaçante soulignait la cruauté manifeste de l'acte commis. Parmi les victimes, Anthony Barajas, un jeune homme rayonnant de vie, a tragiquement succombé à ses blessures le samedi 31 juillet 2021, après plusieurs jours passés sous assistance respiratoire. Sa famille, plongée dans une immense détresse, a trouvé un certain réconfort en apprenant qu'Anthony était un donneur d'organes enregistré, un geste qui a pu rapporter de l'espoir à d'autres familles en détresse. Peu de temps après sa mort, une veillée émouvante a été organisée devant le cinéma où s'était déroulé le drame. Les larmes des participants, accompagnées des lueurs des bougies, ont illuminé la nuit, symbolisant la douleur partagée et l'unité de la communauté. Malheureusement, la quête de justice pour la famille des victimes s'est avérée longue et éprouvante. Ce n'est qu'après 2 années de combats acharnés, en 2023, soit l'année dernière, que le procès tant attendu et la détermination de la peine ont enfin eu lieu. Suite au décès tragique d'Anthony, les accusations portées contre Joseph Jiménez ont été considérablement aggravées, incluant désormais 2 chefs d'accusation de meurtre et des circonstances spéciales, ce qui rendait Joseph passible de la peine capitale. Dans un premier temps, Joseph avait plaidé non coupable aux accusations de meurtre, se déclarant non coupable en raison de sa santé mentale. Cependant, il a finalement décidé de retirer ses plaidoyers, acceptant de se soumettre à l'évaluation d'un juge afin de déterminer son état d'esprit au moment des faits, ce qui a eu lieu en décembre 2023. La défense de Joseph reposait sur l'argument selon lequel il n'était pas du tout en pleine possession de ses facultés lors des événements tragiques, souffrant d'une schizophrénie sévère. Son avocat, Charles Kenyon, a décrit comment la perte de sa mère, survenue 1 an auparavant, l'avait plongé dans un abîme de désespoir et de confusion. Maître Kenyon a également expliqué que Joseph entendait des voix qui l'incitaient à commettre des actes de violence, y compris celle de tuer son propre père avant que celui-ci ne puisse lui faire du mal à lui ou à ses sœurs.
La défense devait ainsi prouver que Joseph était incapable de comprendre la nature de ses actes et de distinguer le bien du mal au moment de la fusillade. Le procès a été un véritable théâtre d'émotions intenses mêlant douleur, espoir et quête de vérité. La décision concernant la culpabilité et la peine de Joseph a marqué la fin d'un chapitre sombre pour la communauté de Corona, tout en amorçant un long chemin de guérison pour les familles touchées par cette tragédie. Joseph a dit que pendant le film, des voix venaient de plusieurs rangées devant lui où Riley et Anthony étaient assis, disant « Nous allons venir vous chercher les gars ». Charles Kenyon a déclaré que Joseph était mal guidé par les voix et dans le théâtre, il pensait qu'il n'avait pas le choix. Il a fait valoir que Joseph agissait par peur pour défendre ses amis et sa famille. Charles Kenyon a ajouté que Joseph ne pouvait pas discerner le bien et le mal et a déclaré ceci. Il ne reconnaît pas des choses en temps réel. Il y a des choses mises en évidence dans son cerveau qui ne sont pas là. Il entend des voix comme des fantômes. C'est une personne qui est littéralement folle. Il pense qu'il va mourir. Tous ces délires étaient 100% dus à sa schizophrénie. Nous sommes tous d'accord pour dire que la schizophrénie a causé son acte. Joseph Jiménez n'est pas une mauvaise personne, mais le fardeau juridique est ce qu'il est. Bien que Joseph ait compris la nature de ses actions, il a été tellement submergé par ses déficiences mentales que les implications morales de la fusillade lui ont échappé. Le procureur de district adjoint principal, Kevin Bisham, a vigoureusement réfuté les arguments de la défense sur pratiquement tous les points, mettant en lumière que Joseph Jiménez n'était pas dépourvu de soutien, ayant été admis à plusieurs reprises dans des établissements psychiatriques au cours des 11 mois précédant les tragédies. Il a souligné de manière répétée que lors des hospitalisations antérieures de Joseph pour troubles mentaux, il lui avait été expressément recommandé à chaque fois de prendre ses médicaments et de s'abstenir de toute consommation de drogue. Pourtant, selon Kevin Bisham, Joseph avait régulièrement omis de se procurer ses médicaments prescrits tout en consommant de la marijuana et de l'alcool de manière significative. Kevin Bisham a d'ailleurs déclaré ceci pendant le procès. Les instructions à chaque sortie étaient claires et constantes. Prenez vos médicaments et évitez la consommation de drogue. Pourtant, il a choisi de faire exactement le contraire. Le procureur a en effet mis en évidence que Joseph avait même documenté lui-même une grande partie de sa consommation de drogue récréative à l'aide de son téléphone portable, partageant parfois même des images de ses activités sur les réseaux sociaux. L'accusation a présenté des vidéos où l'on pouvait voir Joseph fumer du cannabis et interagir normalement avec des amis comme preuve qu'il conservait un contrôle discernable de ses actions, même en période de consommation de substances. Kevin Bisham a utilisé ces preuves pour démontrer que le jeune homme avait une conscience claire de ses actes et qu'il était capable de distinguer le bien du mal au moment des fusillades. L'accusation a fait valoir que les actions de Joseph avant et après les événements tragiques indiquaient qu'il n'était pas aux prises avec un dilemme moral ou encore dépourvu de discernement. Après les fusillades, Joseph a ressenti une conscience de culpabilité lorsqu'il a dérobé le portefeuille de Riley, fui par la sortie de secours du cinéma, couru vers sa voiture et enfreint les règles de circulation pour échapper à la police. Les procureurs ont insisté sur le fait que l'accusé savait que ses victimes étaient innocentes et qu'il n'avait aucune raison de les tuer. Ils ont affirmé que ces actions avaient été préméditées, décidées environ 20 minutes avant leur exécution, malgré le fait que les voix qui l'avaient incité à agir s'étaient finalement tues. Kevin Bisham a conclu en soulignant que les actions méthodiques de Joseph avant et après les fusillades témoignaient de sa pleine conscience des conséquences de ses actes, ce qui contredisait catégoriquement l'argument de la défense selon lequel il aurait agi sous le coup d'une incapacité mentale à l'époque des événements. Lorsque le juge de la Cour supérieure, Timothy Hollenhorst, a pris la décision de déterminer la santé mentale de Joseph au moment des fusillades, il a clairement établi que malgré la schizophrénie dont il souffrait, Joseph n'avait pas correctement géré ses problèmes de santé mentale en ne prenant pas régulièrement ses médicaments.
Le juge a pris en compte plusieurs éléments, notamment le vol du portefeuille de Riley par ce dernier après les fusillades, ainsi que des interactions apparemment normales, telles que de demander le numéro de téléphone du travailleuse de la concession avant la projection du film, avertir ses amis de la fusillade imminente, mais également prendre la sortie de secours et ne pas mentionner immédiatement aux autorités les voix qu'il disait entendre. Finalement, le juge a conclu que Joseph était mentalement compétent au moment où il a perpétré les meurtres des 2 adolescents. Il a donc été reconnu coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, en plus d'une circonstance aggravante liée à l'utilisation personnelle d'une arme à feu ayant entraîné la mort. Lors de la phase de détermination de la peine, les familles des 2 victimes ont eu l'occasion de s'exprimer directement à Joseph, exprimant la profondeur de leur douleur et de leur perte. Catherine Barajas, la mère d'Anthony, a partagé l'impact dévastateur de la perte de son fils. Chaque nuit, je me bats pour me rappeler son souvenir au lieu de l'image de lui gisant sur le sol, saignant d'une blessure par balle que vous lui avez infligée. J.D. Barajas, la sœur d'Anthony, a décrit combien son grand frère lui manquait et comment cette tragédie avait brisé sa famille. « Je veux la justice et la paix pour ma famille. Il est temps que nous mettions cette partie derrière nous et que nous commencions à guérir complètement. » Quant à Brian Barajas, le père d'Anthony, tenant une photo de son fils, a évoqué les choix tragiques qui ont conduit à la perte de son fils. Vous avez pris la vie de 2 jeunes qui avaient un potentiel immense pour accomplir de grandes choses. Anthony rayonnait de vie et a touché tellement de personnes de manière positive. Les parents de Riley étaient de leur côté beaucoup trop dévastés pour assister au procès. Mais son grand-père, Patrick Goodrich, a pris la parole pour exprimer l'impact immense sur leur famille. En décembre dernier, c'était la première fois en 3 ans qu'il y avait un semblant de Noël dans la maison Goodrich. Ces témoignages poignants ont illustré l'énormité de la perte subie par les familles ainsi que la communauté, ainsi que leur quête de justice et de guérison après cette tragédie dévastatrice. Enfin, Joseph Jiménez, âgé de 23 ans, a pris la parole pour lui aussi exprimer ses regrets. Je veux juste dire aux familles que je suis désolé et j'aimerais ne jamais avoir fait ce que j'ai fait. Je vous distingue mes sincères condoléances. Si les choses avaient pu être différentes, j'aurais fait un choix différent. Le juge de la Cour supérieure du comté de Riverside, Timothy Hollenhorst, a transmis un dernier message poignant à la salle d'audience ainsi qu'à Joseph. Les parents ne devraient pas enterrer leurs enfants. Ce n'est pas comme ça que la vie est censée fonctionner. Le tribunal espère qu'au fond de votre âme, vous ressentirez le chagrin d'avoir pris la vie de 2 victimes innocentes. Joseph Jiménez a été condamné le 26 février 2024 à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, accompagné de 50 années supplémentaires de peine à perpétuité. À la suite de cette sentence, les parents d'Anthony ont exprimé leur soulagement lors d'une déclaration à la presse. Nous sommes très heureux que cette étape soit terminée. Cela fait plus de 2 ans et demi et il est temps de clore ce chapitre, de nous concentrer sur notre fils et de perpétrer son héritage. Nous continuerons à semer des petits actes de gentillesse, un à la fois, pour faire une différence dans le monde et honorer sa mémoire. Les conséquences des meurtres ont profondément marqué la communauté. Après la tragédie, la solidarité s'est manifestée à travers des initiatives comme les pages GoFundMe, créées pour Riley et Anthony, notamment afin de couvrir les frais funéraires. Les funérailles d'Anthony ont attiré 600 personnes reconnaissantes venues rendre hommage au jeune homme qui avait toujours été présent pour les autres. Sa famille a entendu des récits émouvants, illustrant comment Anthony était généreux et aidait parfois ses amis dans le besoin, tendait la main à l'enfant timide en classe, ou simplement illuminait les journées des autres avec son sourire accueillant et chaleureux. Les parents d'Anthony ont souligné que la plus grande influence de leur fils ne se manifestait pas à travers les réseaux sociaux, mais dans la manière dont il touchait la vie des autres au quotidien, par des gestes simples mais significatifs. En mémoire d'Anthony, sa famille a créé la fondation Anthony Michael Barajas, qui a octroyé plusieurs bourses à des étudiants locaux ayant écrit des essais sur la gentillesse et l'impact transformateur des petites actions dans le monde. Chaque essai, soumis de manière anonyme, a été soigneusement examiné par la famille Barajas et le comité de la fondation. À ce jour, 24 bourses ont été attribuées, dont 4 à l'école secondaire où Anthony a fait ses études.
La fondation a été non seulement une source de soutien pour la communauté, mais aussi un processus de guérison pour la famille Barajas, leur permettant de perpétuer l'esprit d'Anthony à travers des actes de bonté continus. En outre, les coéquipiers de football d'Anthony ont rendu hommage à son amour pour le sport en portant fièrement des maillots arborant le numéro 9 et son nom lors des entraînements et des matchs après sa disparition tragique. À l'extérieur du théâtre, où Anthony et Riley ont perdu la vie, des amis et des proches ont exprimé leur amour et leur deuil en écrivant des messages et en installant une silhouette grandeur nature de Riley. En souvenir de Riley, une pagaie symbolique a été organisée au large de Seal Beach où la famille et les amis ont formé un cercle de prière aspergeant l'eau pour honorer sa mémoire, sachant combien elle aimait l'océan. Les parents de Riley ont entrepris une lutte courageuse pour la sécurité dans les cinémas, plaidant pour l'installation de détecteurs de métaux afin de prévenir d'autres tragédies semblables. Riley Goodrich et Anthony Barajas, jeunes et pleins de potentiel, avaient tout l'avenir devant eux avant que leur vie ne soit brutalement interrompue lors d'un événement censé être joyeux et excitant. Leur premier rendez-vous ensemble. L'acte égoïste et malveillant de Joseph Jiménez a non seulement mis fin à deux vies prometteuses, mais a également laissé des cicatrices indélébiles sur leur famille et la communauté. Ces actions, motivées par une indifférence totale envers la valeur de la vie humaine, ont été jugées dignes de la plus sévère condamnation. La prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, assortie de 50 années supplémentaires. La mémoire de Riley et Anthony continuera de briller à travers les actions de ceux qui les ont aimés et qui s'efforcent de transformer leur chagrin en un héritage de bonté et de compassion. Ils resteront à jamais dans les cœurs de ceux qui les connaissaient, tandis que Joseph Jiménez sera à jamais associé à l'horrible crime qu'il a commis. D'un point de vue strictement personnel, je pense que Joseph, malgré sa maladie mentale, est complètement responsable de ses actes. Il savait qu'il était malade, il savait ce que sa maladie impliquait, mais il a choisi, de son propre chef, de ne pas suivre sa médication. Il a choisi de consommer de la drogue, de l'alcool, alors que ça lui était fortement déconseillé à cause de sa maladie. Et pourtant, il a choisi de faire tout l'inverse des recommandations qui lui avaient été faites lors de ses multiples passages dans des instituts psychiatriques durant les 11 mois précédant l'attaque. Ce jeune homme a été suivi, traité, accompagné pour son trouble, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de personnes. C'est une chance qu'il avait, dont il ne s'est pas rendu compte et n'a pas saisi l'opportunité. Il aurait pu avoir, lui aussi, un bel avenir, mais il a fait ses propres choix. Des choix qui l'ont mené en prison jusqu'à la fin de ses jours pour avoir commis des actes impensables, l'assassinat de 2 jeunes personnes qui, elles, avaient un avenir brillant devant elles. C'est donc tout pour cette affaire et j'espère que celle-ci était encore inconnue pour vous. Personnellement, elle m'a énormément touché. Je trouve ça tellement horrible que ces 2 jeunes personnes qui avaient visiblement un avenir brillant devant eux ont vécu une telle tragédie alors qu'ils voulaient juste passer un petit date ensemble. Lors de l'après-midi ensoleillé du dimanche 4 mai 1986, Suzanne Harrison, une jeune femme de 18 ans pleine de vie et sa meilleure amie, Jenna Lee Turner, âgée de 20 ans, avaient décidé de profiter de leur journée en se rendant au lac Hawkins. Ce lac était un lieu de prédilection pour les jeunes et ceux qui restaient jeunes de cœur dans la petite communauté soudée de Hawkins au Texas. Suzanne était une étudiante brillante et respectée. Elle avait fait partie de la société d'honneur lorsqu'elle était au lycée, ce qui souligne son engagement académique et sa réussite scolaire. Elle était décrite comme une pom-pom girl populaire et aimée de ses camarades, démontrant à la fois des talents académiques et une personnalité sociable. Elle aimait par-dessus tout les enfants et avait des aspirations dans le domaine de l'éducation, projetant probablement de poursuivre une carrière axée sur le service communautaire. Jenna était elle aussi une étudiante brillante et exemplaire. Elle avait été élue major de sa classe de fin d'études, ce qui témoigne de son intelligence et de son engagement académique. Elle était décrite comme une personne attentionnée et bienveillante, avec un penchant naturel pour le soin des autres.
Ses aspirations professionnelles étaient orientées vers le domaine des soins infirmiers, montrant son désir de contribuer positivement à la société à travers une carrière axée sur le service aux autres. Comme à leur habitude, les deux jeunes femmes avaient prévu de retrouver Brian Boone, un jeune homme de 19 ans qui vivait avec son oncle à quelques pas seulement du lac. Brian était connu pour son attitude terre-à-terre et amicale envers tous, peu importe le statut social ou leur popularité. Capitaine de l'équipe de football et passionné de lecture, il était avide de connaissances à chaque occasion. Ce trio inséparable, toujours plein de joie de vivre, envisageait de passer une après-midi paisible et se prélasser sous le soleil chaud en se rafraîchissant de temps à autre dans les eaux claires du lac. Ce qu'ils ignoraient en ce jour ensoleillé, alors qu'ils rassemblaient leur matériel de plage et se dirigeaient vers le rivage, c'est que leur existence, pleine de promesses et d'espoir pour l'avenir, allait bientôt être brutalement interrompue par une vague de violence imprévisible. Ils étaient loin de se douter que leur journée de détente se transformerait en un cauchemar sanglant. À un moment donné de cette journée paisible, un inconnu est apparu et a croisé leur chemin. Ce groupe d'amis n'avait aucune idée du danger qui les guettait. Lorsque le trio n'a pas réussi à rentrer à la maison à la tombée de la nuit, leurs familles, inquiètes, sont allées les chercher. Après avoir vérifié tous les endroits familiers où Suzanne et Jenna avaient l'habitude de fréquenter sans succès, leurs proches étaient de plus en plus préoccupés. Ils avaient exprimé leurs inquiétudes aux autorités compétentes, cherchant désespérément des indices ou des témoignages qui pourraient les aider à retrouver les jeunes femmes disparues. Le lendemain de leur signalement, un membre de l'équipe d'entretien du Barnwell Mountain Park fit une découverte sinistre. Le corps nu et meurtri de Suzanne gisait parmi les buissons épais. À ses côtés, des vêtements déchirés, shorts et sous-vêtements, furent retrouvés et identifiés comme étant ceux que Jenna portait lors de sa disparition. L'autopsie révéla que Suzanne avait été soumise à une agression brutale avec de multiples fractures faciales et des blessures sur tout le corps, signe d'une violence prolongée et surtout impitoyable. Le plus troublant fut la découverte d'une culotte utilisée pour l'étrangler, marquant ainsi une mort violente et délibérée, confirmée comme homicide. Pendant que les recherches se poursuivaient intensément pour retrouver Brian et Jenna, l'angoisse grandissait parmi leurs proches. 5 jours après la découverte de Suzanne, les restes partiellement décomposés de Brian et de Jenna furent retrouvés dans un canal près d'Ore City, à plus d'une 60aine de kilomètres du paisible lac Hawkins, où leur journée avait pourtant si bien commencé. Les autopsies confirmaient que Brian et Jenna, identifiés par leur empreinte dentaire, étaient morts des suites de blessures par balle. Les médecins légistes ne pouvaient déterminer si d'autres violences avaient précédé les tirs, laissant ainsi dans l'incertitude les circonstances exactes de leur agonie. La chaleur torride du Texas avait accéléré le processus de décomposition des corps, rendant l'identification et l'analyse des preuves médico-légales particulièrement difficile pour les enquêteurs. Des témoins oculaires ont cependant affirmé avoir vu un homme au physique imposant, les cheveux ébouriffés et couverts de tatouages distinctifs, rôder autour du lac le soir des meurtres. Parmi ces nombreux tatouages, une fleur sur la poitrine avait particulièrement attiré l'attention, identifiant cet individu comme le perdant solitaire mentionné par certains résidents locaux. Clinton et Denise Walker, un couple qui se trouvait également près du lac cette nuit-là, se souvenaient d'avoir été abordés par cet homme aux environs de 19h30. Menaçant et complètement désespéré, il leur avait demandé de lui remettre tout leur argent. Lorsqu'ils lui avaient répondu honnêtement qu'ils n'avaient pas d'argent sur eux, il avait proféré des menaces terrifiantes. Prendre Denise en otage en échange d'argent liquide. En un geste de réflexe, Clifton avait rapidement offert une bière à l'étranger, qu'il avait acceptée sans hésitation. Apparemment satisfait de cette résolution improvisée, leur agresseur, devenu étrangement calme, s'était retiré dans sa Ford Bronco bleue et blanche, disparaissant dans le crépuscule qui descendait rapidement. Après avoir eu ce contact direct avec la personne d'intérêt dans un triple homicide, bien plus qu'il ne l'aurait jamais souhaité, le couple secoué par l'incident peut fournir aux détectives des détails précieux pour l'enquête, notamment le numéro d'immatriculation du véhicule. Le mardi suivant,
Un patrouilleur repéra un Bronco correspondant à la description de celui conduit par l'individu suspect qui avait été vu harcelant des gens au lac le jour où Suzanne, Brian et Jenna furent assassinés. Lors de l'arrêt du véhicule, l'homme désormais appréhendé derrière le volant se présenta comme Gerald McFadden. Les tatouages visibles, notamment celui sur sa poitrine, ont confirmé aux autorités qu'ils avaient mis la main sur leur suspect clé. Il ne fallut pas longtemps aux forces de l'ordre pour découvrir que Gerald était un ancien détenu au passé plus que trouble, avec une histoire plus qu'inquiétante d'attaques contre des femmes. Arborant fièrement sa réputation comme un signe d'honneur, l'homme au comportement brut informa tous les présents qui pouvaient l'appeler par son surnom préféré, l'animal. À 38 ans, Gerald, réputé aussi féroce qu'un ours, avait commencé sa carrière criminelle dès l'âge de 18 ans en commettant un cambriolage en 1966. Ayant décroché les études dès la 3e, il semblait avoir choisi de manière précoce une vie de délinquant. En 1973, ce dernier a plaidé coupable d'avoir violé une adolescente de 14 ans l'année précédente, ainsi que d'une agression similaire contre une enseignante de collège juste avant son arrestation. Au cours de la phase de peine, un juge l'avait condamné à 15 ans de prison. Mais comme d'habitude, dans une parodie de justice qui allait devenir un motif récurrent, il a retrouvé la liberté en moins de 6 ans de prison. Gerald McFadden, qui a toujours choisi le mal plutôt que le droit chemin à chaque tournant, est rapidement retourné à ses anciennes habitudes une fois sorti de prison. En 1979, quelques semaines seulement après sa libération, il avait enlevé, violé et sodomisé une employée de bureau de 18 ans en la menaçant avec un couteau. Les détectives chargés de l'affaire des meurtres du lac Hawkins furent frappés par la ressemblance troublante entre l'attaque de 1979 et celle qui coûta la vie à Susan Harrison. Dans l'incident précédent, la victime avait miraculeusement survécu, mais les motifs et la brutalité rappelaient étrangement le mode opératoire de Gerald. Une fois de plus, l'homme fut condamné à 15 ans de prison pour cet acte de violence. Cependant, malgré son historique de crimes violents, il bénéficia d'une libération anticipée, sortant de prison après avoir purgé moins de la moitié de sa peine. Sa libération coïncida avec une période où le Texas mettait en œuvre un programme controversé de libération anticipée visant à réduire la surpopulation carcérale, même au prix de remettre en liberté des criminels notoires comme Gerald, dont le comportement violent ne montrait aucun signe d'amendement. Au moment des meurtres au lac, le criminel était encore sous surveillance conditionnelle. Surveillance entre grosses guillemets. Cette même période a également vu le retour à la société de Kenneth McDuff, un autre criminel notoire qui a semé la terreur avec une série de meurtres après sa libération. Gerald, parfois employé comme ouvrier par une compagnie de télécommunications malgré ses dettes non réglées, nia catégoriquement toute implication dans les enlèvements et meurtres de Suzanne, Brian et Jenna. Bien qu'il admette souvent camper près du lac Hawkins, il a prétendu n'avoir jamais rencontré ses victimes. S'il les avait croisées, il affirmait qu'il ne leur avait fait aucun mal et ne se souvenait même pas de les avoir vues. L'affaire était complexe et chargée de controverses, mettant en lumière les failles du système pénal et les risques associés à la libération anticipée de criminels violents. Les enquêteurs devaient démêler les faits des déclarations de Gerald, confrontant la pression croissante de la communauté et des médias pour obtenir justice pour les victimes tragiquement disparues au lac Hawkins. Convaincus qu'il mentait concernant les événements, les détectives, avec l'aval du procureur de district, ont porté des accusations graves contre Gerald. Enlèvement, agression sexuelle et meurtre de Susan Harrison. Les autorités ont justifié ces accusations en se basant sur les correspondances entre les échantillons de sperme trouvés sur ses sous-vêtements et ceux prélevés sur le suspect, affirmant ainsi avoir le dossier le plus solide pour gagner le procès. Malgré les affirmations des enquêteurs sur sa culpabilité profonde, l'État a choisi de ne pas inculquer Gerald pour les meurtres de Brian et Jenna, invoquant un manque de preuves physiques, ce qui a déçu les familles des victimes. Ils ne pouvaient tout simplement pas étayer leurs convictions devant un tribunal au-delà de tout doute raisonnable. Le 9 juillet 1986, quelques semaines après son arrestation, l'accusé s'est échappé de manière spectaculaire de la garde à vue en utilisant une jeune adjointe comme bouclier humain. Une fois à l'extérieur des murs de la prison,
Il a contraint son otage, Rosalie Williams, âgée de 24 ans, à le conduire dans un lieu isolé où il espérait ne jamais être retrouvé. En dépit d'être contrainte de voyager avec Gérald, Rosalie a réussi à s'échapper de lui environ 28 heures plus tard. Elle a pu se libérer de son bourreau alors qu'ils étaient dans un wagon de marchandises ferroviaire où elle avait été retenue. Le lendemain matin, Gérald a été appréhendé et ramené en prison où il a été maintenu sous haute surveillance en attendant son procès. Le procès de ce dernier a débuté à l'été 1987. L'accusation a bénéficié d'une décision favorable du juge-président autorisant la présentation de preuves concernant les précédentes arrestations de l'accusé, majoritairement liées à des crimes sexuels contre des femmes. Cette décision a été évidemment un coup dur pour la défense, qui devait convaincre un jury que Gérald n'était pas un prédateur qu'il fallait éliminer de la société. L'avocat commis d'office de l'accusé a plaidé l'innocence de son client, arguant que ces méfaits passés ne devraient pas influencer le jugement de cette affaire. Il a également suggéré que la correspondance du mode opératoire de ce dernier avec le meurtre de Suzanne n'était qu'une coïncidence fortuite. De plus, le fait que Gérald fréquentait la zone où Suzanne et ses amis avaient été vus pour la dernière fois était, selon la défense, une simple coïncidence. La défense a avancé l'idée que les vrais tueurs étaient toujours en liberté et représentaient une menace imminente pour la société. Ben voyons. À l'appui de cette thèse, ils ont souligné le témoignage sous serment d'un supposé témoin oculaire qui prétendait avoir vu un individu suspect, couvert d'ecchymoses, rôdant près du lac le jour des meurtres. Malheureusement pour Gérald, personne d'autre n'avait repéré cet individu énigmatique et son existence même restait incertaine, sans que son lieu de présence ne soit jamais déterminé. Après une délibération méticuleuse de 2 semaines et demie sur les témoignages accablants, le jury a prononcé son verdict sans appel. Gerald McFadden, qui est né Jerry Walter McFadden le 21 mars 1948, a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et ils ont recommandé unanimement la peine de mort pour ces crimes odieux. Pendant la phase de sentence, l'atmosphère de la salle d'audience s'est chargée d'émotions lorsque la fille adolescente du condamné s'était levée, défiant le silence pesant pour plaider en faveur de la clémence pour son père. Comparant la peine de mort à un acte barbare de meurtre cautionné par l'État, elle avait tenté, de sa voix tremblante mais déterminée, de persuader le juge et le jury de considérer l'humanité de l'homme derrière les crimes atroces. Profondément touché par la sincérité de cette plaidoirie passionnée, le juge avait manifesté une hésitation palpable avant de concéder finalement à la recommandation du jury. C'était ainsi que, en juillet 1987, la décision capitale avait été rendue. Gerald McFadden serait exécuté par injection létale. Malgré le soulagement apparent dans une partie de la communauté, les observateurs ne pouvaient s'empêcher de ressentir une douleur de sympathie envers la fille du condamné. Pourtant, les mémoires de Suzanne, dont la journée ensoleillée avait été brutalement interrompue, persistaient comme un rappel tragique de la violence des actes commis. L'individu responsable du massacre a gardé pour lui les détails sordides de ses actes, laissant aux enquêteurs la tâche de reconstituer les événements tragiques survenus dans ce coin de paradis au bord du lac. Bien que l'homme n'ait jamais clairement dit ce qui s'était passé, selon les éléments rassemblés par les autorités, Gérald, qui était armé, s'était approché du groupe alors qu'ils étaient étendus sur la plage, insouciants et heureux. Avec la malveillance dans l'esprit et l'obscurité dans le cœur, il les a contraints à se diriger vers une zone isolée. Là, dans un acte de violence impitoyable, il a exécuté Brian et Jenna en leur tirant froidement une balle à l'arrière de la tête. Conscient du fait que ce qu'il avait en réserve pour Suzanne nécessiterait une certaine intimité, il l'avait conduite à Barnwell Mountain, une zone de loisirs située à une 50aine de kilomètres dans le comté voisin. Une fois sur place, il l'avait battue, violée et sodomisé l'adolescente terrifiée avant de l'étrangler à mort avec sa propre culotte. Dans une interview poignante après le verdict, le procureur Stephen Tocoli avait dépeint Gérald comme une figure terrifiante, dont les pulsions criminelles semblaient insatiables et incontrôlables. C'était un récidiviste dont l'évolution des crimes avait culminé dans le meurtre et le procureur avait maintenu que l'animal sauvage aurait continué à semer la terreur aussi longtemps que possible. Le 14 octobre 1999, après des années d'attente et l'épuisement de toutes les voies d'appel, Gérald a fait face à la justice ultime dans l'unité de Huntsville où il avait déjà passé plus d'une décennie. Ce jour-là,
La mère et le frère de Suzanne avaient été présents pour voir celui dont les actes violents avaient irréversiblement altéré le cours de leur vie, payer le prix ultime de ces crimes abominables. Interrogé sur ses sentiments alors que les dernières minutes de sa vie s'écoulaient inexorablement, le condamné à mort avait choisi le silence. Même confronté à sa propre mort imminente, il n'avait pas exprimé de remords ou reconnu la douleur qu'il avait infligée à tant de vies. Puis, en février 2019, 2 décennies après que Gérald ait fait face à son destin, une nouvelle sinistre avait émergé. Son ADN avait été associé à une affaire non résolue à Portland, dans l'Oregon. Les détails révélaient le viol et le meurtre horrible d'Anna Marie Lavka, une jeune femme de 20 ans sur le point de se marier lorsque Gérald l'a ciblée et qui a été retrouvée dans son appartement avec un cordon électrique au cours du cou en juillet 1979. Cette découverte avait ravivé les blessures des familles endeuillées, remettant en question la nature des crimes passés de Gérald et soulevant des interrogations troublantes sur la possibilité de prévenir d'autres tragédies si son parcours criminel avait été stoppé plus tôt. Avec l'avènement de la technologie ADN encore à plusieurs années de son plein potentiel, l'auteur a réussi à éviter la capture et l'affaire a été abandonnée, oubliée par le temps. Ce n'est que lorsque les échantillons ADN de Gérald ont été finalement ajoutés à la base de données nationale que la vérité sur le meurtre d'Anna Marie a été enfin mise à jour. Ceux qui ont été laissés dans le deuil des victimes, dont la vie a été tragiquement écourtée par une rencontre fortuite avec le mal, ont pleuré non seulement pour la perte insupportable de leurs proches, mais aussi pour les futurs brillants qu'ils ne pourraient jamais voir se réaliser. Pour ceux qui connaissaient et aimaient ces âmes innocentes qui ont croisé malgré elles la route de l'assassin, aucune réparation ne pourra jamais compenser leur perte. Si l'on peut trouver un point positif dans cette histoire tragique, c'est que leur tueur a payé de sa vie pour ses crimes, rendant ainsi le monde un peu plus sûr pour tous. Gérald McFadden était connu pour son mode opératoire impliquant des enlèvements suivis de violences sexuelles et de meurtres, souvent caractérisés par une préméditation minutieuse et une brutalité significative. Il sélectionnait ses victimes en ciblant principalement des jeunes femmes vulnérables comme Susan Harrison ou encore Anna. Il utilisait probablement des stratagèmes pour attirer ses victimes ou les surprendre avant de les enlever et de les emmener dans des endroits isolés où il pensait pouvoir agir sans être découvert. Le meurtre était un aspect crucial de son mode opératoire. Il semble avoir utilisé une violence extrême pour éliminer ses victimes, probablement dans le but de dissimuler ses crimes et d'échapper à la capture. Gérald était connu pour sa capacité à éviter de se faire arrêter pendant une période prolongée, ce qui a rendu difficile pour les autorités de rassembler suffisamment de preuves pour le condamner lors de ses premiers crimes. Son évasion spectaculaire de la garde à vue, où il a utilisé une adjointe comme bouclier humain, montre son audace et sa détermination à échapper à la justice. En résumé, le mode opératoire de Gérald McFadden était caractérisé par une combinaison de préméditation, de violence sexuelle et de meurtre, avec une capacité à maintenir une façade normale tout en commettant des actes criminels extrêmement graves. En conclusion, l'histoire sombre et complexe de Gérald McFadden met en lumière les conséquences dévastatrices des actes criminels sur les vies innocentes. À travers les destins tragiques de Suzanne, Brian, Jenna, Anna et tant d'autres, nous sommes confrontés à la brutalité et à l'injustice de crimes qui ont bouleversé des communautés entières. Malgré la douleur et le deuil insupportables, il y a une lueur d'espoir dans la justice rendue. Gérald a finalement été jugé et condamné pour ses crimes, apportant une forme de réparation aux familles endeuillées. Cette histoire souligne également l'importance cruciale des progrès technologiques, tels que l'ADN, dans la résolution des crimes non résolus et la recherche de la vérité. Enfin, elle nous rappelle la valeur précieuse de la sécurité communautaire et de la protection des innocents contre ceux qui choisissent de semer le chaos et la terreur. Ian Brady est né Ian Duncan Stewart le 2 janvier 1938 à Glasgow, en Écosse. Malheureusement, son père qui était un journaliste est décédé 3 mois avant sa naissance et n'a donc jamais pu le connaître. Sa mère, Margaret Peggy Stewart, qui était serveuse dans un salon de thé, s'est donc retrouvée toute seule pour s'occuper de son enfant, mais très rapidement, au bout de quelques mois seulement,
Elle a dû confier la garde du petit Ian. Il n'était encore qu'un bébé, mais sa petite vie connaissait déjà plusieurs bouleversements. L'enfant a été confié à Mary et John Sloan, un couple qui avait déjà 4 enfants, tous biologiques, mais qui souhaitaient un petit dernier. Ils ont accueilli l'enfant, lui ont donné leur nom de famille et ont accepté que Peggy garde un contact avec ce dernier. À l'âge de 9 ans, la famille Sloan a déménagé à Pollock, un quartier au sud de Glasgow. Selon plusieurs médias et auteurs, Ian aurait commencé à torturer des petits animaux à l'âge de 10 ans. Cependant, ce dernier a toujours réfuté complètement toutes ces accusations. Je me dois néanmoins de vous apporter les accusations de l'époque à son encontre, selon lesquelles Ian se serait vanté d'avoir tué un chat, brûlé un autre chat vivant, d'avoir caillassé des chiens ou encore d'avoir coupé la tête à des lapins. Encore une fois, il faut prendre ces informations avec des pincettes, puisque l'auteur de ces crimes les a toujours niés. Plus tard, Ian a été accepté à la Shawlands Academy, une école réputée pour accueillir les meilleurs élèves, qui étaient d'ailleurs supérieurs à la moyenne, mais on ne peut pas en dire autant de son comportement. L'adolescent a comparé à 2 reprises devant un tribunal pour mineurs pour être entré par effraction dans des maisons, mais pas pour cambriolage puisqu'il n'a rien volé à l'intérieur. À l'âge de 15 ans, il a quitté l'école et a commencé un travail en tant que garçon de thé au chantier naval de Harland & Wolff situé à Govan. Il est resté à ce poste durant 9 mois avant de finalement devenir boucher. À cet instant, Ian avait une petite amie nommée Evelyn Grant, mais leur relation s'est terminée après que Ian l'ait finalement menacée avec un couteau pour avoir dansé avec un autre garçon. Oui, Ian était quelqu'un d'assez jaloux et excessif. Ensuite, il a une nouvelle fois comparu devant le tribunal, avec cette fois-ci un total de 9 chefs d'accusation distincts contre lui. Suite à cette comparution, il a été mis en probation à la condition de vivre avec sa mère biologique, Margaret. Cette dernière avait déménagé à Manchester et avait refait sa vie, épousant un marchand de fruits irlandais, un certain Patrick Brady. Ian est donc parti chez elle, a rencontré son beau-père, qui lui a rapidement trouvé un emploi de porteur de fruits au marché de Smithfield. C'est à ce moment de sa vie que Ian Sloan est alors devenu Ian Brady. Moins d'une année après son déménagement à Manchester, le jeune homme a été surpris en train d'essayer de faire sortir clandestinement un sac rempli de seaux de plomb volés du marché aux fruits. Suite à cette infraction, durant sa probation, l'adolescent est envoyé à Strangeway pour une durée de 3 mois. Comme Ian Brady était encore mineur, il a été condamné à 2 ans dans un borstal qui était une sorte de centre de détention pour mineurs destiné à les réformer. Le garçon dans ses formations brassait de la bière, mais celui-ci a été retrouvé complètement ivre, ce qui était évidemment interdit. Alors il a été transféré dans une unité plus difficile à Hull. Devenu un jeune homme, il a été libéré le 14 novembre 1957, est retourné à Manchester et a commencé à travailler en prenant un emploi qui ne le convenait absolument pas, puisqu'il a mentionné qu'il le détestait à plusieurs reprises. Et quelques temps plus tard, Ian a été licencié d'un autre emploi qui se situait dans une brasserie. Conscient qu'il fallait tout de même au bout d'un moment se calmer, entrer dans la vie active et arrêter de faire toutes ces bêtises, il a décidé de s'améliorer, de devenir en quelque sorte une meilleure version de lui-même. Et pour ce faire, Ian Brady a obtenu un ensemble de manuels d'instruction sur la comptabilité de la bibliothèque de la ville et révisait de longues heures seul dans sa chambre. En janvier 1959, âgé de 21 ans, Ian a commencé un emploi de bureau chez Millwards, une société de distribution de produits chimiques qui était basée à Gorton. Ses collègues l'ont décrit comme étant calme, ponctuel, mais toutefois solitaire et parfois même étrange. En effet, ce n'est pas tous les jours que l'on rencontre un homme qui avait des lectures plus que douteuses, surtout que nous sommes après la Seconde Guerre mondiale, et que cet homme lisait des livres comme Mein Kampf ou encore des articles décrivant les atrocités nazies. Et autant en 2023 ça peut être mal vu de lire ce genre de livre, même si ça peut être vu à terme informatif, alors imaginez quelqu'un le lire quelques années seulement après la guerre. C'est vraiment très moyen. 2 années sont passées et en janvier 1961, à son entreprise, il a rencontré Myra Hindley, la deuxième protagoniste de cette affaire. Mais avant de poursuivre celle-ci, voici une brève présentation de cette dernière. Myra Hindley est née le 23 juillet 1942 à Manchester. Elle est l'enfant de Nellie et Bob Hindley et a été élevée à Gorton, une région ouvrière de Manchester qui est dominée par les bidonvilles victoriens.
La famille vivait dans de mauvaises conditions, ils étaient entassés les uns sur les autres, au point où le lit simple de Mira était collé au lit de ses parents. Leurs conditions se sont encore plus aggravées lorsque sa petite sœur, Maureen Hindley, est née en août 1946. Et suite à cette naissance, Mira, qui était alors âgée de 5 ans, a dû être transférée chez sa grand-mère pour libérer de l'espace dans leur petite demeure. Bob, son père, était un homme alcoolique et abusif qui était aux prises avec les séquelles du service pendant la Seconde Guerre mondiale. L'homme avait servi dans le régiment de parachutistes et était stationné en Afrique du Nord, à Chypre et en Italie durant la Seconde Guerre mondiale. Il avait été connu comme un homme dur pendant qu'il était à l'armée et il s'attendait à ce que sa fille soit tout aussi dure que lui. Il apprenait non seulement à Mira à se battre, mais il l'encourageait également à riposter au lieu de simplement se défendre. Pour vous donner un exemple, quand elle avait 8 ans, elle a été attaquée par un jeune garçon. La jeune fille se retrouvait avec des égratignures à la joue, elle saignait et elle a donc couru à la maison en pleurant. Mais a été renvoyée directement par son père, Bob, qui lui a dit de riposter, sinon c'est lui qui allait la battre. De ce pas, Mira Hindley a été retrouvée le petit garçon et l'a frappé à plusieurs reprises jusqu'à ce que celui-ci tombe par terre. Elle a d'ailleurs déjà écrit sur cet événement et l'a décrit comme étant sa première victoire. En juin 1957, l'un des amis proches de Mira, un garçon de 13 ans nommé Michael Higgins, a invité cette dernière à aller nager dans un réservoir local désaffecté. Toutefois, la jeune fille a refusé l'offre, ayant déjà des projets avec d'autres amis pour sortir. Michael s'y est donc rendu seul, et un drame est survenu puisque l'adolescent s'est noyé dans le réservoir d'eau. Depuis ce jour, Mira s'est toujours reproché de ne pas avoir été là pour le sauver. Elle a vécu avec un sentiment de culpabilité concernant cette journée qui l'a suivie pendant de très longues années. Peu de temps après la mort de Michael, la jeune fille s'est davantage appliquée dans la religion, de plus en plus attirée par l'Église catholique romaine. Elle a pris le nom de confirmation Veronica et a reçu sa première communion en novembre de l'année 1958. À l'âge de 17 ans, l'adolescente s'est fiancée avec un jeune homme, fiançailles qu'elle a annulées finalement seulement quelques mois plus tard après avoir considéré que ce dernier était immature et incapable de lui donner la vie qu'elle voulait. Après avoir quitté son fiancé, Mira a commencé un emploi mais malheureusement elle a été licenciée après 6 mois de travail pour absentéisme. Du coup, elle n'a pas vraiment travaillé. En janvier 1961, elle a commencé à travailler comme dactylos à Millward et a rencontré le fameux Ian Brady, son collègue dont elle va tomber follement amoureuse malgré ses connaissances sur ses antécédents criminels. À cette époque, elle a commencé un journal intime et à l'intérieur, elle décrivait ses nombreux rendez-vous avec d'autres hommes, mais explique aussi qu'elle a toujours fantasmé sur Ian pendant ses rendez-vous. À savoir qu'à ce moment-là, ils ne s'étaient toujours pas parlé. Elle le voyait, ils se croisaient parce qu'ils étaient collègues, mais c'est tout, elle n'osait pas aller le voir. Puis au bout de 7 mois, le 27 juillet, ils ont enfin parlé pour la première fois. Et au cours des mois suivants, Mira a écrit à propos de sa déception que Ian ne soit pas à la hauteur de ce qu'elle imaginait, jusqu'à ce qu'il lui propose enfin de faire une sortie ensemble. Le 22 décembre, Ian a emmené Mira au cinéma, ils ont regardé un film classé X, et sont retournés chez la jeune femme de 18 ans pour boire du vin allemand. Et ce sera le même type de rendez-vous pour toutes les dates suivantes. Ian a commencé à donner de la lecture à Mira, ce qui pourrait sembler mignon et romantique, mais tout dépend du style de lecture. En effet, le couple passait ses pauses déjeuner à se lire des textes à haute voix, sachant que certains de ces textes étaient sur les atrocités nazies. Mira a commencé à imiter la perfection aryenne idéale. Elle a teint ses cheveux en blond, portait un rouge à lèvres rouge épais et a commencé à s'habiller de manière provocante pour l'époque. Suite à cette relation, la jeune femme a fini par écrire une lettre à l'un de ses amis d'enfance dans laquelle elle exprimait ses préoccupations au sujet de certains aspects de son amant Ian Brady. Elle a mentionné comment celui-ci l'avait drogué, mais a également écrit sur son obsession pour lui. Quelques mois plus tard, après plusieurs lettres, elle a fini par répondre à son ami pour lui demander de détruire la lettre originale. Bien que Mira n'était pas qualifiée pour conduire, elle a souvent loué une camionnette, conduisant donc avec Ian alors qu'ils planifiaient ensemble de braquer des banques. Au départ, tout cela ne représentait rien de plus que des plans sur la comète entre deux amants, et dans le même temps, ils étaient souvent accompagnés d'un homme dont elle s'est liée d'amitié, un certain George Clitheroe, qui était président du Tweeder Rifle Club et avec qui il se rendait dans de nombreux clubs de tir locaux. George a pris des dispositions pour qu'elle achète un fusil de calibre 22 à un marchand de Manchester, mais lorsqu'elle a demandé à rejoindre le club de tir,
Il aurait dit à cette dernière qu'elle était d'une part une mauvaise tireuse et d'une autre qu'elle était beaucoup trop souvent de mauvaise humeur, considérant alors qu'elle n'était absolument pas apte à faire du tir. Malgré son refus, Mira a acheté 2 nouvelles armes de pointe à d'autres membres du club, et ces armes étaient évidemment destinées à être utilisées pour leur plan de braquage, bien que finalement, il n'ait jamais eu lieu. L'une des principales raisons pour lesquelles les plans n'ont jamais été réalisés était que Ian Brady s'intéressait à la photographie. Il prenait des photos de Mira avec son petit chien Puppet, et elle prenait occasionnellement des photos de lui, mais la plupart de leurs images étaient considérées comme explicites. En juin 1963, Ian a emménagé avec la jeune femme chez sa grand-mère sur Bannock Street. Et dès cet emménagement, les choses vont commencer à partir un petit peu en cacahuète pour le couple. Mira a affirmé que son amant avait commencé à parler de commettre le meurtre parfait dès le mois suivant. Et c'est de cette façon que le 12 juillet 1963, le couple est allé tenter de réaliser leur idée d'un meurtre parfait. Le jeune homme a demandé à Mira de conduire une camionnette qu'il avait empruntée pendant qu'il la suivait sur son vélo. Il faisait clignoter son phare lorsqu'il voyait une victime appropriée, et de cette façon, ils s'arrêtaient ensemble et finissaient par l'emporter dans la camionnette. La première victime que Ian a choisie était lorsqu'il parcourait Gorton Lane, et heureusement, elle fut épargnée grâce à Mira qui a continué à conduire parce qu'elle avait reconnu la petite fille comme la voisine de sa mère. La petite était âgée de 8 ans et outre le fait qu'elle la connaissait, elle pensait surtout que la disparition d'un enfant de 8 ans attirait beaucoup plus l'attention. Ils ont alors continué à rouler vers 19h30, quelques rues plus loin. Ian a de nouveau signalé une victime et cette fois-ci, Mira s'est exécutée. La pauvre fille sur qui ils ont jeté leur dévolu s'appelle Pauline Reed. Elle était âgée de 16 ans et se rendait à une danse scolaire lorsque Mira s'est arrêtée pour lui offrir son hospitalité et l'amener sur place. Une fois que Pauline était à l'intérieur de la camionnette, Mira lui a demandé de l'aide pour chercher dans un parc un gant cher qu'elle avait perdu. Pauline a accepté et ils y sont allés avec Ian qui les suivait sur son vélo. Mira a alors affirmé à l'adolescente qu'elle attendait dans la camionnette tranquillement pendant que Ian et Pauline allaient ensemble chercher le gant. Ça semble déjà tout de même louche. Et après 30 minutes, Ian Brady est revenu seul et a emmené Mira là où le corps décédé de Pauline était. Ses vêtements étaient complètement en désordre et 2 coupures à la gorge l'avaient presque décapité. La scène était effroyable. Le jeune homme a admis avoir violé Pauline après que Mira lui ait personnellement demandé. Celle-ci a prétendu attendre avec le corps de Pauline pendant que Ian avait été chercher une pelle qu'il avait cachée à proximité lorsqu'il était venu une fois auparavant. La jeune femme serait ensuite retournée à la camionnette pendant que Ian enterrait Pauline seule. Le récit de Ian à ce sujet était relativement similaire, sauf que selon lui, Mira aurait participé à l'agression sexuelle. Quant à la police, elle n'a pu trouver aucune piste concernant la disparition de Pauline. Personne n'avait vu cette dernière disparaître. Ils ont interrogé son copain et même son ex-petit ami, David Smith, qui était âgé de 15 ans et qui heureusement a été innocenté de son implication. Ces pistes, c'est absolument tout ce qu'ils avaient. Et donc, très vite, l'affaire est devenue complètement froide. Le 23 novembre suivant, en début de soirée, Ian et Mira étaient à un marché à Ashton-under-Lyne. Sur place, il propose à John Gilbride, un enfant de 12 ans, de le ramener à sa maison, lui disant que ses parents pourraient s'inquiéter qu'il soit sorti si tard. Et ils ont également promis de lui donner une bouteille de sherry. Une fois que John était dans la voiture qui a été louée par Mira, Ian a dit qu'il devait faire un petit détour par leur maison pour lui offrir cette fameuse bouteille. Ils ont ensuite suggéré de faire un autre détour pour chercher le gant perdu de Mira sur la lande, et le petit John, qui était naïf et innocent, a accepté de les aider à chercher, sans penser à un seul instant qu'il allait droit vers sa mort. Sur la lande, Ian Brady a emmené John avec lui pendant que sa complice attendait prétendument dans la voiture. L'homme a agressé sexuellement l'enfant et a ensuite essayé de lui couper la gorge avec une lame dentelée mesurant 5 cm avant de finalement étrangler le garçon avec quelque chose comme une ficelle ou encore un lacet. C'était quelque chose d'assez fin mais malheureusement toujours indéterminé. Lorsque le petit John a été porté disparu par ses parents, la police n'a pas tardé à vite faire son maximum pour tenter de le retrouver. Les policiers ont pris environ 700 déclarations de personnes différentes dans le but de retrouver l'enfant. Plus de 500 dépliants ont été imprimés dans l'espoir que quelqu'un l'ait vu, mais malheureusement, l'enquête n'avançait pas. 8 jours après la disparition de John, environ 2000 bénévoles ont parcouru des terrains à déchets et des bâtiments abandonnés pour le trouver. Malheureusement, aucun indice ni trace du garçon de 12 ans n'a été trouvé.
Le 16 juin 1964, Mira demandait à Keith Bennett, un garçon de 12 ans, de l'aider pour charger des boîtes dans sa voiture, lui offrant même de le ramener à la maison une fois qu'ils aient terminé. Keith se rendait chez sa grand-mère à Longside, et Mira a conduit le garçon à Lay-by sur Saddleworth Moor, laissant Keith avec Ian à la recherche de son fameux gant manquant. Comme vous voyez, c'était toujours à peu près la même astuce. L'un ou l'autre demandait soit de l'aide à l'enfant, soit lui proposait de l'aide, et après demandait toujours un coup de main pour aller rechercher ce fameux gant qui aurait disparu. Et à ce moment-là, Ian s'occupait de l'enfant. C'était toujours le même schéma. Et donc, comme d'habitude, 30 minutes plus tard, Ian Brady est revenu avec une pelle en affirmant avoir agressé sexuellement Keith avant de l'étrangler avec de la ficelle. Le beau-père de l'enfant, un homme du nom de Jimmy Johnson, a été le premier suspect dans la disparition. Au cours des 2 années où Keith a disparu, Jimmy a été interrogé à 4 reprises en tant que suspect. La police a fouillé sous le plancher de la maison familiale et a trouvé que toutes les maisons étaient reliées, et a donc dû fouiller toute la rue pour savoir s'il y avait potentiellement des traces ou si son père était coupable de la disparition de son enfant. Ils n'ont évidemment rien trouvé de Keith ou des autres enfants disparus de la région d'ailleurs. Quelque temps plus tard, la sœur de Mira, donc Maureen, a épousé David Smith, le même garçon qui a été interrogé sur la disparition de Patricia Reed le 15 août 1964. Il s'agissait là d'un mariage arrangé à la hâte dans un bureau d'enregistrement, et d'ailleurs aucun de leurs proches ne s'y est présenté. Selon certaines informations, Mira Hindley a désapprouvé le mariage, et leur mère était gênée car Maureen était déjà enceinte de 7 mois. À l'époque, ça ne se faisait absolument pas, et donc ils n'ont pas voulu se rendre au mariage et n'approuvaient pas du tout cette union. Ils auraient également désapprouvé David puisqu'il avait déjà eu une liste de condamnation pénale à l'âge de 11 ans. Et effectivement, 11 ans, ça fait tout de même assez tôt pour avoir un casier judiciaire. Après le mariage, ils ont emménagé dans la maison du père de David. Et dès le lendemain, le 16, Ian Brady suggérait aux 2 couples de faire un voyage de 4 jours à Windermere, ce qui allait être l'occasion que Ian rencontre David pour la première fois. Alors, je sais pas comment ça se dit, il me semble qu'ils sont beaux-frères par alliance. Il me semble que c'est ça, puisque Mira et Maureen, elles sont sœurs. Mira est en couple avec Ian et Maureen est en couple avec David. Donc David et Ian ne sont pas de la même famille, mais je pense qu'ils doivent être beaux-frères par alliance. Donc je pense qu'il y a tout de même un petit lien. Et forcément, Ian voulait le rencontrer puisqu'ils allaient souvent être amenés à se voir. Et par chance, les hommes se sont très bien entendus, ayant des conversations informelles sur la société, la richesse ou encore la possibilité de voler une banque. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on rencontre des nouvelles personnes, l'une des discussions les plus bateaux à avoir, c'est de comment braquer une banque. Enfin bon, Ian a également payé pour tout ce que David mangeait ou tout vin qu'il a bu de toute la journée. Leur voyage dans le quartier des Lacs a été la première de nombreuses sorties, mais Mira est devenue peu à peu jalouse du nouvel ami de Ian, malgré le fait qu'il l'ait rapproché, elle et sa sœur. Toujours en 1964, Mira, sa grand-mère et Ian Brady ont été relogés dans le cadre des dégagements des bidonvilles d'après-guerre à Manchester, et ils ont donc été transférés à Hattersley. Un voisin, à peine 4 maisons plus bas, est devenu très proche du jeune couple. Patricia Hodge, une jeune fille âgée de 11 ans, accompagnait même ces derniers à Saddleworth Moor lorsqu'ils allaient chercher de la tourbe pour les jardins. C'était une pratique très courante, pratiquée par les propriétaires de maisons car le sol de leur jardin était détruit par tous les décombres de construction. Ian ou encore Mira n'auraient jamais pensé à faire de mal à Patricia, et ils ne l'ont jamais fait. Elle vivait bien trop près d'eux et aurait facilement pu être liée à eux. Aux premières heures du 26 décembre, le lendemain de Noël, Mira a laissé sa grand-mère chez un parent et a refusé de la laisser rentrer dans la maison pour la nuit. Plus tard dans la journée, le jeune couple de meurtriers est allé à une fête foraine à Uncote avec l'intention de trouver une nouvelle fois une autre victime. Et ce sera sur Leslie Ann Dooney, une enfant de 10 ans, que malheureusement ces prédateurs vont tomber. Cette dernière se trouvait à la foire, apparemment toute seule, lorsqu'ils se sont approchés d'elle, laissant délibérément tomber une partie des courses qu'il portait à ses pieds. Mira lui a gentiment demandé de les aider à le transporter jusqu'à leur voiture, puis une fois à la voiture, Ian lui a ensuite demandé si elle acceptait de les accompagner et de les aider à monter les courses à l'intérieur de leur maison. Malheureusement, cette petite fille de 10 ans a accepté, et une fois au domicile de ses bourreaux, le piège s'est évidemment refermé sur elle. Ils n'en avaient que faire de l'hospitalité et de la gentillesse de l'enfant, qu'ils ont
rapidement déshabillé de force, bâillonné et fait poser pour des photos pornographiques. La pauvre enfant, dans son malheur, a été violée, assassinée, probablement étranglée par une ficelle ou un autre morceau de tissu ressemblant à une ficelle. Mira a affirmé qu'elle n'était jamais activement présente pour les atrocités qui sont arrivées à Leslie, ne revenant que pour les conséquences des actes de son conjoint. Elle a affirmé qu'elle est allée remplir le bain pour l'enfant lorsqu'elle a été assassinée, dans le but de lui laver le corps. Et Ian Brady, quant à lui, a fait valoir que c'est Mira Hindley qui a tué Leslie. En fait, les deux, à chaque fois, se renvoient la balle. Ils sont d'accord sur le fait que telle et telle chose sont arrivées, mais la chose sur laquelle ils ne sont pas d'accord, c'est qui a commis ces actes. L'enfant était porté disparu à la foire et une fois de plus, malgré l'énorme recherche autour d'elle, personne n'avait été témoin de l'endroit où il avait disparu. Et personne n'avait trouvé quoi que ce soit pointant vers l'endroit où il était allé. Le lendemain, le 27 décembre, le couple a emmené le corps de Leslie à Saddleworth Moor et l'ont enterré dans une tombe peu profonde avec ses vêtements empilés à ses pieds. Juste après, Mira a ramené sa grand-mère à la maison comme si de rien n'était. Cette fois-ci, plusieurs mois se sont écoulés puisque nous arrivons à la soirée du 6 octobre 1965. Mira a conduit son amant à la gare centrale de Manchester afin de trouver une nouvelle victime. Comme d'habitude, malgré les mois qui passent, ils ont toujours la même façon de faire. Elle a attendu dehors avant que Ian ne revienne après quelques minutes seulement en compagnie d'un adolescent de 17 ans cette fois-ci, nommé Edward Evans. Ian a affirmé à Mira qu'il avait réussi à attirer Edward à la voiture par une offre d'une rencontre sexuelle. L'agresseur a présenté sa complice comme sa sœur à Edward, puis les trois sont retournés à la maison de Wardlebrook et se sont détendus avec une bouteille de vin allemand. Ian aurait dit à Mira d'aller chercher David, ce à quoi elle s'est conformée, et ils ont ensuite dit à David d'attendre à l'extérieur jusqu'à ce qu'il soit signalé d'entrée. Le signal était un voyant clignotant, et lorsque le signal a été fait, David a naturellement écouté les ordres, entre guillemets, a frappé à la porte. Ian est alors venu à sa rencontre, ils ont parlé de bouteilles de vin, un accord entre eux que je n'ai pas vraiment compris, donc je préfère ne pas le dire plutôt que de dire des bêtises. Ils ont parlé de bouteilles de vin, et Ian l'a ensuite laissé dans la cuisine en disant qu'il allait chercher ce fameux vin. David a plus tard décrit le moment après avoir été laissé seul dans la cuisine à la police en disant ceci. « J'ai attendu environ 1 minute ou 2, puis soudain, j'ai entendu un sacré cri. Ça ressemblait à une femme, c'était très aigu. Puis les cris se sont poursuivis, l'un après l'autre, très fort. Puis j'ai finalement entendu Mira crier très fort. Quand j'ai couru, je me suis juste tenu à l'intérieur du salon et j'ai vu un jeune garçon. Il était allongé, avec sa tête et ses épaules sur le canapé, et ses jambes étaient sur le sol. Il faisait face vers le haut. Ian se tenait au-dessus de lui, face à lui, les jambes de chaque côté des jambes du jeune garçon. L'adolescent criait encore. Ian avait une hache à la main, il la tenait au-dessus de sa tête et il a frappé le garçon sur le côté gauche de sa tête avec la hache. J'ai entendu le coup, c'était un coup terrible, ça avait l'air horrible. David a regardé impuissant Ian Brady étrangler Edward avec un cordon électrique après l'avoir frappé environ 14 fois avec une hache. Dans la lutte, Ian s'est foulé la cheville et n'a pas pu bouger le corps d'Edward. David ne pouvait pas transporter Edward seul à la voiture, alors il n'est pas clair qui était exactement impliqué, mais quand je dis il, c'est au pluriel, ont enveloppé Edward dans une bâche en plastique et l'ont laissé dans la chambre d'amis. David est rentré chez lui vers 3h du matin après avoir juré de revenir le matin pour aider à emmener les restes d'Edward à la lande. Il a dit qu'il apporterait la poussette de son bébé avec lui pour faciliter le transport du cadavre. Maureen a fait à David une tasse de thé, après quoi il a vomi et a révélé tout ce qui s'était passé chez sa sœur. Vers 6h du matin, David s'est armé d'un tournevis et d'un couteau à pain avant de marcher vers une cabine téléphonique sur le domaine, puisque celui-ci était totalement terrifié par le fait que Ian ne puisse se surveiller. David a de suite appelé la police. Il a été pris en charge par une voiture qui l'a pris directement depuis la cabine téléphonique, a été amené au poste de police de Hyde où il a raconté aux policiers tout ce dont il avait été témoin. Et grâce à cet homme, 2 tueurs en série vont enfin se faire arrêter. Après les aveux de David, un surintendant du nom de Bob Talbot, accompagné d'un sergent détective, se sont rendus à la maison du couple. Pour ne pas effrayer ces derniers, Bob Talbot s'est habillé d'une salopette de livreur de pain et a frappé à la porte arrière. Mira Hindley a répondu, niant qu'il y avait un homme dans la maison ou même avoir un mari, mais une fois que l'officier s'est identifié, la jeune femme a cédé et l'a laissé entrer. Ian Brady s'est assis dans le salon, allongé sur un divan tout en écrivant à son employeur à propos de sa blessure à la cheville. Mira a bien sûr nié les allégations de violence qui ont eu lieu la veille
et a permis à l'agent de fouiller toute la maison. Lorsque Bob Talbot a atteint la chambre d'Amy, avec la porte qui était évidemment verrouillée, puisque je vous rappelle que le cadavre de Edward s'y trouvait, il a demandé la clé à la jeune femme. Mais celle-ci a affirmé qu'elle l'avait comme par hasard laissée sur son lieu de travail. Talbot leur proposait d'aller chercher la clé, mais Ian a finalement ordonné à Myra de remettre cette clé au détective, puisque celle-ci était bel et bien en leur possession. À l'intérieur de la pièce, le corps d'Edward a été retrouvé enveloppé dans du plastique. Donc évidemment, Ian a été arrêté pour suspicion de meurtre et a directement affirmé que lui et Edward ont franchi une ligne et que la situation était devenue incontrôlable. Et ce qui est étonnant, c'est qu'aux premiers abords, Myra, elle, n'est absolument pas arrêtée par les forces de l'ordre. Il faut attendre quelques jours plus tard, le 11 octobre, pour que celle-ci ait été arrêtée pour complicité concernant le meurtre d'Edward Evans. La police a de nouveau fouillé la maison et ont alors trouvé un vieux cahier d'exercice avec le nom John Gilbride sur le devant, liant à présent le couple à la disparition du jeune garçon. Et cela les a évidemment amenés à soupçonner qu'ils auraient également pu être impliqués dans la disparition d'autres jeunes du coin. David Smith a dit à la police que Ian lui avait demandé de retourner tout ce qui était incriminant avant de l'emballer dans des valises. Et la police n'avait trouvé aucune valise dans la maison. David a poursuivi en disant que Ian avait quelque chose à propos des gares, alors ils ont fouillé les gares voisines. Et c'est dans la gare centrale de Manchester que la police a trouvé les fameuses valises. Ils ont trouvé un ticket de réclamation pour la même zone à l'intérieur du livre de prière de Myra. À l'intérieur de l'une des valises, ils ont trouvé un assortiment de costumes, de notes, de photos, de négatifs et un enregistrement sur bande. Dans les photographies et les négatifs, 9 étaient de Leslie Dooney et malheureusement dans des contextes pédopornographiques. L'enregistrement a duré 16 minutes de la même fille, elle criait, pleurait et suppliait d'être retournée à sa mère. Et parmi les photos, il y avait des scènes de Saddleworth Moor. David a expliqué aux policiers que les photos étaient probablement la preuve photographique que Ian s'est vanté de ses multiples meurtres. Les agents ont remis en question la nécessité pour l'assassin de retirer les images de paysages apparemment innocents de la maison dans sa tentative de purger tout ce qui était incriminant. Les agents ont interrogé les voisins, en parlant d'ailleurs à Patricia Hodge en particulier, et elle a en outre confirmé les endroits préférés du couple le long de la route A635. Suite à toutes ces informations, le 16 octobre, un bras saillant de la tourbe a été trouvé et plus tard identifié comme Leslie. Après la découverte, les agents ont utilisé les endroits sur la photo pour essayer de trouver autre chose. Ils ont demandé l'aide à des habitants pour aider à trouver les zones. Cela a conduit à la découverte du 21 octobre. Le corps mal décomposé de John Gilbride a été retrouvé et il a été identifié par ses vêtements. Le même jour, le couple a officiellement été accusé du meurtre de Leslie. La police soupçonnait Myra et Ian d'avoir été impliqués dans la disparition d'autres enfants et adolescents qui avaient disparu à Manchester et dans les environs. Mais malheureusement, ils ont dû éteindre les recherches au fur et à mesure que le mois de novembre a frappé. Dans une tentative de dater les images à Saddleworth Moor, les enquêteurs ont emmené le chien de Myra Puppet chez un vétérinaire pour déterminer son âge. Cela aurait pu éventuellement les aider dans les recherches, mais malheureusement, ce qui s'est passé était vraiment dramatique, puisque le chirurgien a mis Puppet sous anesthésie générale, mais le chien ne s'est pas réveillé de l'opération. Suite à quoi, Myra a évidemment accusé la police d'avoir assassiné son chien, et suite à cet événement, les agents ont déclaré que la mort de Puppet était d'ailleurs la seule fois où ils avaient vu la jeune femme réagir émotionnellement tout le long où il avait été en détention. Le couple avait tous les deux plaidé non coupable, mais après 14 jours au procès, ils ont été condamnés. Ian Brady a été reconnu coupable des 3 meurtres connus de la police à l'époque, Edward Evans, Leslie Dooney et John Gilbride. Il a été condamné à 3 condamnations à perpétuité. Myra Hindley a été reconnue coupable de 2 meurtres, Leslie et Edward, et pour avoir hébergé Ian Brady avec la connaissance du meurtre de John. Elle a été condamnée à 2 peines d'emprisonnement à perpétuité pour les meurtres ainsi qu'à une peine de 7 ans pour avoir hébergé Ian, qui devaient tous se passer simultanément. Avec Myra, Ian et David Smith aidant les policiers à fouiller la lande au fil des ans, la police a finalement retrouvé le corps de Patricia Reed. C'est le 1er juillet 1987, après plus de 100 jours de perquisition, que la police a trouvé à 3 mètres sous la surface de la Terre et environ 75 à 100 mètres de l'endroit où Leslie avait été retrouvée. Ils n'ont malheureusement jamais retrouvé le corps de Keith Bennett. En 2001, Ian Brady a publié un livre sur les analyses des meurtres en série. Le livre, qui se penche sur la psychologie du tueur en série, a suscité évidemment l'indignation en Grande-Bretagne, même si l'éditeur a souligné que les journaux à sensation britanniques ont abondamment publié sur Ian Brady sans attirer la critique. Winnie Johnson, la mère de Keith Bennett, a reçu une lettre du meurtrier à la fin de l'année 2005, dans laquelle, selon elle,
Il affirme pouvoir mener les policiers à moins de 20 mètres de la tombe de son fils, dont les restes n'ont jamais été retrouvés. Toutefois, la police refuse de participer à cette recherche car Ian Brady n'a pas clairement identifié le garçon par son nom. Le meurtrier est mort à l'hôpital Ashworth le 15 mai 2017 à l'âge de 79 ans des suites d'un cancer. Et puisque aucune commune ne voulait de cette dépouille, son corps est incinéré le 25 octobre 2017, soit plusieurs mois plus tard. Quant à Mira Hindley, fumant une quarantaine de cigarettes par jour, souffrant d'angine de poitrine depuis 1999, ayant été hospitalisée après un anévrisme cérébral, elle est morte à 60 ans le 15 novembre 2005 d'une pneumonie consécutive à une maladie cardiaque. Et tout comme Ian, l'aversion contre Brady et Hindler est si importante que 35 ans après les meurtres, de nombreux services funéraires, une vingtaine, refusent de s'occuper de l'incinération de son corps. Mira Hindley avait rédigé une autobiographie en prison qui n'a toujours pas été publiée. Et c'est donc tout pour l'affaire de Ian Brady et Mira Hindley. J'espère que cette affaire vous aura intrigué et plu. Alors, je ne sais pas pour ceux qui ont remarqué, mais j'ai filmé cette vidéo en 2 fois puisque j'avais une trop grosse migraine et je n'arrivais pas à formuler mes phrases, c'était une horreur. Donc si cette histoire était un petit peu molle ou bizarre, en tout cas j'en suis vraiment désolé, mais aujourd'hui est une journée éprouvante. J'espère en tout cas que le récit vous aura plu et surtout avoir réussi à vous avoir fait découvrir une nouvelle affaire de tueur en série. Contrairement à certaines affaires de tueurs en série qu'on a pu voir sur la chaîne, il n'y a pas une enquête extraordinaire comme on a l'habitude d'en voir, puisque finalement ça a été assez rapide puisqu'ils ont simplement été dénoncés par un de leurs proches, ce qui franchement n'est pas plus mal. En tout cas, comme d'habitude, j'attends votre tour dans les commentaires pour que vous me disiez ce que vous avez pensé de cette affaire. Pour cette affaire, nous partons en direction de Spanaway, dans l'état de Washington. Spanaway est une petite ville située dans le comté de Pierce, dans l'état de Washington, avec une population d'environ 34 000 habitants. Elle est connue pour son cadre rural ainsi que ses paysages verdoyants, avec de nombreux espaces ouverts. La ville se trouve à proximité de Tacoma, ce qui permet d'accéder facilement aux services urbains tout en conservant un environnement plus tranquille. Niveau sécurité, Spanaway est généralement considérée comme une ville sûre, bien que, comme beaucoup de petites villes, elle puisse connaître des incidents isolés. C'est durant une nuit glaciale de l'hiver 1989 que des clients d'Ackmark situés à Spanaway dans l'état de Washington ont découvert une fillette désorientée errant seule à l'extérieur du magasin. L'enfant, nommé Crystal Robertson, se trouvait à plus de 16 km de son domicile situé à Tacoma. Tacoma est une ville bien plus grande que Spanaway, avec une population d'environ 220 000 habitants. Elle est connue pour son riche patrimoine industriel, ses musées et son accès au port de Puget Sound. Lorsque les forces de l'ordre sont arrivés au magasin pour prendre en charge la petite fille, Crystal est restée muette, incapable de prononcer le moindre mot. Bon, ceci dit, il ne fallait pas non plus s'attendre à grand-chose puisque l'enfant n'était âgé que de seulement 2 ans. Toutefois, c'est sans verser une seule larme que plus tard, elle a soufflé à sa grand-mère une phrase troublante disant ceci. « Maman est dans les arbres. » Quelques heures plus tôt, la petite fille se trouvait à bord d'un pick-up Plymouth Arrow de 1982, traversant les paysages sauvages du comté de Lewis. Ce jour-là, le 12 décembre 1985, sa mère, Diana Robertson, et le compagnon de cette dernière, Michael Rimmer Jr., que l'on va appeler Mike tout au long de l'affaire, s'étaient aventurés tous les trois dans la forêt, équipés d'un fusil de chasse. Leur objectif était relativement simple, trouver un sapin de Noël. Diana était âgée de 21 ans, elle était donc à peine entrée dans l'âge adulte, tandis que Mike, de 15 ans son aîné, avait déjà 36 ans. Pour eux, cette sortie représentait une parenthèse, une occasion de s'évader, d'oublier les tensions des dernières semaines. Pourtant, ce moment qui aurait dû être joyeux a pris une tournure tragique. Aucun des deux n'a pu rentrer auprès de Crystal. La forêt qu'ils ont traversée était un lieu isolé, une terre sauvage propice aux pièges, un territoire que Mike connaissait bien. À l'ouest de Mineral, un ancien camp de bûcherons devenu une ville minière, cette région semblait figée dans le temps. C'était l'endroit idéal pour se fondre dans le décor ou pour disparaître à jamais. Mineral, autrefois animé par l'ambition des prospecteurs en quête d'or, avait finalement vu ses espoirs réduits à néant.
À la place du métal précieux, les hommes n'avaient trouvé finalement que du charbon, dont l'exploitation avait employé des générations entières, mais ne rapportait pas autant que l'or tant espéré. Cependant, au fil des décennies, les mines ont peu à peu toutes fermé et un incendie a carrément ravagé la scierie locale, laissant derrière lui une ville quasiment déserte. Malheureusement, le sort s'est abattu une autre fois sur ce lieu puisque en 1985, ces collines et ces bois silencieux se sont finalement transformés en scène de crime, bouleversant la région pour toujours. Mais pour l'instant, les enquêteurs étaient à la recherche de Diana et de Mike. Ainsi, les jours ont passé, puis finalement les semaines, et ça sans aucune nouvelle de ces derniers, alors que la petite Crystal les attendait patiemment. À Spanaway, le Kmark, donc le fameux magasin, s'est peu à peu transformé en quartier général improvisé pour toutes les recherches. Des bénévoles ont arpenté les sentiers en fouillant le moindre recoin du comté, que ce soit à pied ou encore à bord d'hélicoptères. Malheureusement, aucune piste n'a pu être trouvée. Tandis que la nouvelle année était en train de débuter, la police a bravé la neige et le froid, accompagné de chiens renifleurs explorant les bois dans l'espoir de trouver une trace du couple disparu. Armés de pelles, de râteaux ou encore de détecteurs de métaux, les enquêteurs ont fouillé la terre, retourné les feuilles mortes, mais ce, en vain. La piste s'est complètement refroidie, laissant place à un silence inquiétant. Au total, c'est 2 mois qui se sont écoulés sans nouvelles de leur part, avant que l'horreur de ces disparitions soit enfin révélée. Le 18 février 1986, un homme qui promenait tranquillement son chien le long d'un chemin forestier près de la route 7 de l'État de Washington a fait une découverte macabre. Son chien s'était arrêté devant ce qui semblait être une carcasse partiellement enfuie sous de la neige. Au premier regard, il a cru qu'il s'agissait d'un cerf, mais absolument pas. En s'approchant, il a fait face à la terrible vérité. C'était le corps d'une femme. Cette dernière, allongée nue près du pick-up de Mike, Diana Robertson gisait là, abandonnée dans la neige. Le véhicule, lui, était complètement vide. Pourtant, les indices parlaient d'eux-mêmes. Des éclaboussures de sang maculaient le siège du conducteur ainsi que le volant. À quelques mètres de là, des douilles de fusil étaient éparpillées un petit peu partout sur le sol. À l'intérieur du véhicule, un autre détail troublant a retenu l'attention des enquêteurs. Sur le tableau de bord reposait une enveloppe de manie, donc pour ceux qui ne connaissent pas le nom, c'est les enveloppes brunes que je vous mets à l'écran, avec écrit dessus quelques mots qui semblaient résonner aux oreilles des enquêteurs comme une sorte de confession. Il était écrit « Je t'aime, Diana ». L'autopsie effectuée sur la jeune femme a en effet révélé l'horreur du crime. Diana Robertson, âgée de 21 ans, avait été poignardée à 17 reprises. Ses mains avaient été entravées et une chaussette tubulaire avait été nouée tout autour de son cou. Sur les lieux, aucune arme du crime n'a été retrouvée, ne laissant que des indices dispersés et une scène de crime aussi macabre qu'énigmatique. Ce meurtre brutal a rapidement attiré l'attention des médias, qui l'ont intégré à une série d'homicides surnommée The Tube Sox Killings. Les enquêteurs sous pression ont cherché des pistes un petit peu partout. Ils ont cherché des témoins, la moindre petite preuve qui pourrait les relier à celui qui avait commis ce crime. Et il n'a pas fallu longtemps avant qu'ils annoncent leur premier suspect, qui est, sans surprise, le conjoint de Diana, Mike Rimmer. Les éléments de l'enquête ont peu à peu révélé un portrait troublant du compagnon de la jeune femme. Louise Conrad, la mère de Diana, n'a jamais douté de l'identité de celui qui aurait pu lui faire du mal. Lorsqu'elle a vu la note retrouvée dans le pick-up, elle a immédiatement reconnu l'écriture de ce dernier. Des années de cartes d'anniversaire et de messages écrits de sa main ne laissaient aucun doute dans son esprit. Mais ce n'était pas tout. Louise savait également que Mike était, selon ses mots, parfaitement capable d'une telle violence. Et ça, elle en était convaincue. Il aurait pu largement blesser sa fille sans même une seule once de remords. L'homme était connu pour son tempérament explosif, une colère qui éclatait à la moindre contrariété. D'ailleurs, il avait déjà crevé les pneus de sa petite amie lors de disputes et retournait systématiquement la situation contre elle lorsque ce dernier était infidèle. Du haut de son mètre 83 pour environ 82 kg, il était largement plus massif que la jeune femme qui, face à lui, n'avait malheureusement que peu de moyens de se défendre. De plus, afin de noircir un petit peu plus le tableau, la presse a révélé que Mike n'en était pas du tout à son premier acte de violence. Le 19 octobre 1985, soit 2 mois avant sa disparition, Mike avait été arrêté et inculpé pour agression domestique et dégradation volontaire. Ce jour-là,
Mike a fait irruption chez Diana en défonçant la porte, l'a projetée violemment au sol, puis lui a écrasé le visage contre le tapis. Heureusement, la jeune femme avait réussi à se dégager au dernier moment et a finalement appelé les secours. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle portait encore les marques rouges de l'attaque sur son nez et son œil gauche. Cette relation, marquée par les coups et les cris, avait été un enfer pour la jeune femme. Louise a confié que sa fille avait signalé à la police au moins 2 violences conjugales avant que le drame ne se produise. Pourtant, comme beaucoup s'étaient insurgés à l'époque, Diana restait aux côtés de cet homme. La sœur de cette dernière, Darlene, s'est demandé à plusieurs reprises pourquoi sa sœur n'a jamais quitté Mike, sans finalement jamais trouver de réponse. Malheureusement, on le répète encore une fois, mais lorsque nous sommes sous emprise, il est souvent compliqué de sortir de ces situations et je demanderai évidemment de ne pas être sévère avec cette jeune femme dans les commentaires parce qu'elle ne mérite pas d'être jugée alors qu'en plus de ça, elle a été froidement assassinée. Pour revenir à l'affaire, il faut noter que le 26 novembre 1984, le juge Ronald Tendry avait pris une mesure drastique contre Mike en lui mettant une ordonnance restrictive, lui interdisant donc tout contact avec sa petite amie. Mais cette ordonnance n'avait clairement pas suffi. Le 22 janvier 1985, il avait été jugé et placé sous surveillance judiciaire. Il avait également reçu un traitement à base d'Ativan, un médicament de la famille des benzodiazépines et qui est donc connu pour ses effets secondaires et pour celui-ci notamment l'agressivité ainsi que des pensées suicidaires. Bref, ce qui ne colle absolument pas avec quelqu'un qui est déjà sujet à des excès de violence. À l'approche des fêtes de fin d'année, malgré tout ce qu'elle savait sur lui, Diana avait de nouveau accepté Mike dans sa vie. Dans les jours précédant leur disparition, Louise avait d'ailleurs remarqué une tension grandissante. Une phrase prononcée par Mike lui était d'ailleurs restée en mémoire. « Je pourrais te tuer et m'en sortir. » Ces mots l'avaient littéralement glacée, et il y a de quoi. Elle avait supplié sa fille d'être prudente, de prendre ses distances, de tenter, pourquoi pas, d'avoir une arme à portée de main pour se défendre, parce qu'elle savait au fond d'elle que quelque chose de terrible pouvait arriver à n'importe quel moment. Les enquêteurs, en rassemblant les pièces du puzzle, ont fini par dresser le portrait d'un homme violent, manipulateur, et pourquoi pas être celui qui a mis fin au jour de Diana. Tout indiquait que Mike était le suspect numéro 1. Chaque indice, chaque témoignage confirmait cette piste. Dave Nesser, détective du comté de Lewis, a confié aux journalistes que si Mike était retrouvé vivant, un mandat d'arrêt pour le meurtre de Diana serait immédiatement émis à son encontre. Et il y a de quoi. Parce qu'en plus de ça, ce n'est pas tout. Michael Lloyd Rimmer Sr. avait transmis à son fils un savoir-faire précieux, la survie en pleine nature. Ancien garde-chasse de l'État, il avait consacré des heures à lui enseigner les moindres sentiers cachés du comté de Pierce et toutes les subtilités de la chasse. Contrairement à son fils, cependant, les exploits de ce dernier avaient fait les gros titres pour des raisons bien plus honorables que celles qui allaient marquer le destin de Mike. Néanmoins, Mike s'était avéré être un élève rapide. De ce fait, il était largement capable de s'en tirer en forêt, auquel cas il avait assassiné sa petite amie. Lorsque Mike et Diana ont disparu, le père de ce dernier a immédiatement pris part aux recherches. Déterminé à retrouver son fils, il a offert une récompense de $1000 pour toute information permettant de les localiser. Presque chaque jour, il parcourait la forêt à leur recherche, accompagné d'un neveu et de Don Sandquist, un cousin de Mike. Ensemble, ils ont arpenté des bois autour de Fort Lewis et du lac Tully, longeant la rivière Nisqually dans l'espoir de découvrir un indice. Mike avait acquis, au fil des années, une véritable expertise dans les pièges pour animaux et avait installé des pièges dans des centaines d'endroits à travers le South Sound. Ce commerce lui permettait de gagner de l'argent en hiver lorsque son emploi de couvreur à Seattle ne lui assurait plus du tout de revenus. Il devait d'ailleurs reprendre le travail juste avant sa disparition. Pour Michael Sr., son fils était un trappeur hors pair, un homme capable de survivre à n'importe quelle situation en pleine nature. Il était persuadé que rien ni personne ne pourrait le surprendre dans ces forêts qu'il connaissait si bien. Le vieil homme refusait d'envisager une autre possibilité que la sienne. Pour lui, le pick-up de son fils avait simplement dû glisser sur une plaque de verglas et s'échouer quelque part, loin des sentiers battus. D'après ce dernier, Mike prévoyait ce jour-là de vérifier ses pièges le long d'un tronçon de 130 km de la rivière Nisqually, entre l'Interstate 5 et LB. Ce genre d'expédition ne lui était clairement pas étranger, et Diana l'accompagnait régulièrement. Un autre élément venait s'ajouter à cette équation mystérieuse. Mike n'était pas sans défense si jamais il se faisait attaquer. Il était habitué aux armes à feu et portait toujours un revolver calibre 22 lorsqu'il partait en expédition.
ce qui signifie qu'en cas de danger, il était largement capable de riposter. Aux yeux des enquêteurs, son histoire mouvementée et ses compétences de survie en faisaient donc, encore une fois, le suspect idéal. En tentant d'aider son fils en déclarant tout ce qu'il a déclaré, eh bien finalement, son père, Michael Senior, n'a fait qu'enfoncer un petit peu plus le clou. La police était convaincue qu'il ne s'agissait pas seulement du meurtre de Diana, mais aussi de l'auteur du double homicide d'un couple retrouvé mort à proximité de Mineral. En effet, pour la petite histoire, le 10 août 1985, Stephen Harkins et sa compagne depuis 3 ans, Ruth Cooper, ont pris la route pour un week-end de camping au bord du lac Tulle, un site pittoresque niché dans le comté de Pierce. Leur destination s'est située à environ 45 minutes au sud de Tacoma et à 1 heure de route d'Elby, non loin du pied du mont Rainier. Lorsqu'ils n'ont pas repris le travail le lundi suivant, leurs proches ont immédiatement signalé leur disparition. 4 jours plus tard, Walter Funk a aperçu une Volkswagen garée près du lac Tulle. Lorsqu'il est repassé 2 jours plus tard et a remarqué que le véhicule n'avait toujours pas bougé, il a décidé d'aller voir un peu de plus près. Ce qu'il a découvert lui avait littéralement glacé le sang. Stephen gisait là, sans vie, à côté de la voiture, enroulé dans un sac de couchage. Une balle lui avait été tirée en plein front. L'autopsie a révélé qu'il avait été tué dans son sommeil, abattu d'une balle de calibre 22, un type de munition répandue et utilisé dans de nombreuses armes à feu. Ruth, en revanche, avait littéralement disparu. Seules ses chaussures avaient été laissées sur place, ce qui peut donc laisser penser que celle-ci avait été kidnappée. Et à quelques mètres de là, leur chien était retrouvé mort, lui aussi abattu par balle. Dès le début de l'enquête, la police avait envisagé un enlèvement. Pourtant, aucun appel de rançon ni aucun indice tangible ne venait étayer cette hypothèse. Le mystère est resté entier jusqu'au 26 octobre 1985. Ce jour-là, des chasseurs ont fait une macabre découverte à environ 2,5 km du lieu où Stephen avait été retrouvé, et ce qu'ils ont retrouvé était évidemment un crâne humain qui gisait sur le sol, et les analyses dentaires qui ont suivi ont confirmé qu'il appartenait à Ruth Cooper. 2 jours plus tard, son corps ainsi que son sac à main ont été localisés dans un périmètre d'une 15aine de mètres, et cette dernière, tout comme Stephen, avait été tuée par balle, mais cette fois-ci dans l'abdomen. Les enquêteurs ont relevé un autre détail troublant. Une chaussette tubulaire avait été nouée autour de son cou, laissant supposer qu'elle avait subi une agression sexuelle. Bien que cette piste ait été évoquée, la police ne l'a jamais développée davantage. Les chaussettes tubulaires que l'on retrouve dans ces 2 meurtres étaient des accessoires assez populaires, et ce depuis les années 60, notamment chez les sportifs. Contrairement au modèle classique de chaussettes, elles ne possèdent pas de talons marqués et peuvent donc facilement être nouées. Celle retrouvée sur Ruth était une chaussette de basket blanche, haute jusqu'au genou, marquée de bandes bleu marine. Les enquêteurs ont décrit l'objet comme étant usé et sale, et il était serré par plusieurs nœuds au moment où ils l'ont découvert. L'enquête a ensuite pris une autre tournure lorsqu'un suspect potentiel avait été mentionné. Le couple avait été vu pour la dernière fois alors qu'il quittait une réception de mariage la veille de son départ en camping. Rien d'anormal ne semblait s'être produit ce jour-là, sauf la présence d'un invité anonyme qui cherchait Stephen. Selon les témoins, il aurait voulu discuter avec lui d'un différend lié à un accident de moto, mais cette piste n'a jamais abouti. À l'époque, les enquêteurs s'étaient demandé si ce crime pouvait être lié à une autre affaire datant de 84, dans laquelle un autre couple de campeurs avait été abattu à Othello dans l'est de l'État de Washington. Toutefois, encore une fois, aucun lien concret n'a émergé entre les 2 dossiers. Pour la police, les meurtres du lac Tulle étaient forcément liés à celui de Diana et donc à Michael Raymer. Sous la pression du public avide de réponses, les enquêteurs étaient déterminés à identifier son coupable. En décembre 1985, Steve Tew a survolé l'ouest de Washington à la recherche de Mike. Ce dernier a inspecté toute la rivière Nisqually à la recherche de la moindre trace de son meilleur ami, tandis que la police et les médias avaient désigné ce dernier comme le tueur recherché. 3 heures se sont écoulées sans que Steve n'ait trouvé la moindre information. Il a ensuite déclaré aux journalistes qu'il pensait que Mike ne pourrait clairement pas être en vie et était persuadé que quelqu'un avait assassiné non seulement Diana, mais Mike également. Les proches de ce dernier ont insisté sur le fait que celui-ci n'était clairement pas un tueur. Ses collègues de travail ont également tous été choqués par les accusations. Mike avait travaillé dans cette entreprise pendant 8 ans en tant que couvreur, et il avait toujours été un employé modèle selon son patron Bob, qui le qualifiait de personne travaillant très dur. Le vice-président de l'entreprise, Eric Poeds, a également eu du mal à y croire. À sa grande surprise, Mike n'avait d'ailleurs pas récupéré son dernier chèque de paie d'un montant de $316 pour la semaine précédente.
La police a également confirmé qu'il avait laissé son compte bancaire intact. Cela a donc semblé indiquer que quelque chose avait changé pour Mike quelques jours avant sa disparition. Il était évident que, quel que soit le drame qui s'était joué dans sa tête, l'argent n'avait rien à voir avec sa décision. Le père de Mike, de son côté, a maintenu que son fils était tombé dans un piège tendu par quelqu'un d'autre. Il a persisté dans ses déclarations auprès de la presse, déclarant qu'il ne comprenait pas pourquoi quelqu'un aurait voulu nuire à son fils et à sa petite amie. Son père a cherché dans toutes les zones où Mike était susceptible de venir, que ce soit pour chasser, pour mettre des pièges ou simplement pour se promener. Même ses amis ainsi que sa famille l'ont rejoint pour faire toutes les recherches. Près de 100 étrangers se sont joints à eux le premier week-end de recherche. Mais encore une fois, ils n'ont rien trouvé. Au début de l'année suivante, 1 an après la disparition de Mike, son père a fait placarder environ 1000 affiches dans le comté de Pierce ainsi que ses environs. Une récompense de 2500 $ a été offerte pour toute information concernant ses déplacements. Mais là encore, aucune piste n'est apparue. Ce dernier a été tellement convaincu de l'innocence de son fils qu'il a engagé un détective privé pour résoudre l'affaire. Le seul indice significatif qu'ils ont pu découvrir venait d'un témoin, un sonneur de cloche de l'armée du salut, qui avait vu une camionnette s'arrêter dans le parking de Kmart l'après-midi de la disparition de Mike et Diana. Cependant, personne n'a pu identifier la personne au volant. Michael Sr. a continué de défendre son fils dans les médias, affirmant que c'est Mike avait été le tueur et il n'aurait clairement pas agi de cette manière le jour de sa disparition. Il a fait remarquer que son fils n'avait pas encaissé son dernier chèque de paie et que son manteau avait été retrouvé dans sa camionnette, un manteau qu'il n'aurait jamais laissé derrière lui en plein hiver. De plus, Mike n'aurait jamais marché 2 ou 3 km sans se diriger vers une route principale selon ce dernier. Michael Sr. a aussi souligné que son fils n'avait jamais cherché à contacter Crystal ou sa fille d'une précédente union, chose qu'il aurait fait s'il avait été encore en vie. Selon le père de ce dernier, la matinée de leur disparition, il régnait une drôle d'atmosphère. Selon son récit, le couple accompagné de la petite Crystal avait pris la route vers 7 h du matin ce jour-là, afin que Mike puisse vérifier ses pièges. Son père a expliqué que Mike voulait terminer cette excursion tôt pour pouvoir retourner au travail et faire des heures supplémentaires. Arrivés sur les rives de la rivière Nisqually, Mike et Diana ont laissé Crystal dans le pick-up et se sont aventurés plus loin en amont pour inspecter les pièges. La journée semblait bien démarrer, mais tout a pris une tournure différente par la suite. Vers 20 h, Mike et Crystal sont passés voir Michael Sr. pour une courte visite. À ce moment-là, Mike portait son manteau d'hiver, celui qui a été retrouvé dans le pick-up, tandis que Crystal n'avait qu'une veste légère. Diana, quant à elle, n'était pas présente avec eux et personne ne semblait habillé pour une excursion nocturne. Après un moment, Michael a proposé à Mike et à sa fille de rester prendre des crêpes et du bacon, mais son fils a insisté pour qu'il parte et c'est la dernière fois que Michael a vu son fils. Une autre hypothèse a également émergé avec le temps. Diana aurait pu être tuée par son petit ami, mais cet homme n'était peut-être pas Mike. Darlene, la sœur de Diana, pense que cette dernière aurait pu avoir une liaison avec un autre homme, surtout après que sa relation avec Mike ait atteint un point de tension insurmontable, alimenté par des soupçons d'infidélité, qu'elle soit réelle ou imaginaire. Mais cette hypothèse n'a pas été suivie par les enquêteurs, donc malheureusement, on n'en sait pas plus. Au fil des années qui ont suivi, Louise a élevé Crystal aux côtés de son fils de 10 ans nommé Michael. Oui, encore un, ça commence à faire beaucoup de Michael. Crystal n'a jamais prononcé un seul mot à propos de ce qu'elle avait vécu ce jour-là, quand elle a laissé sa mère, selon elle, dans les arbres. Ceci dit, encore une fois, je ne suis pas certain qu'elle puisse vraiment se souvenir de grand-chose vu son jeune âge au moment des faits, puisque pour rappel, la petite n'avait que 2 ans. Lorsqu'elle a été retrouvée, elle était en train de jouer tranquillement avec 2 autres enfants devant le Kmart, et c'est le directeur adjoint du magasin qui a signalé la disparition de l'enfant. Ceux qui ont déposé Crystal ce jour-là au parking de Kmart ont voulu qu'elle soit retrouvée. L'enfant a passé plusieurs jours en détention préventive avant qu'une infirmière de l'hôpital Marybridge ne reconnaisse son visage à la télévision. Crystal a été soignée pour plusieurs petites ecchymoses suite à sa découverte, mais personne ne savait expliquer les autres marques que la nuit précédente avait pu laisser sur elle. Quelques jours seulement après son retour à la maison, Louise a remarqué que Crystal n'était plus du tout la même enfant. La petite fille semblait constamment sur ses gardes, toujours à l'affût de quelque chose ou de quelqu'un qu'elle scrutait par-dessus son épaule. Mais une question demeurait. Qui avait conduit Crystal au Kmart? Le siège conducteur du pick-up était taché de sang, ce qui pouvait suggérer que la personne responsable de cet acte horrible avait été celle qui avait emmené Crystal à cet endroit, mais ça semblait être une prise de risque notable pour un meurtrier. Pourquoi prendre le risque de conduire un enfant sur un chemin aussi fréquenté,
sachant qu'elle pourrait très bien se souvenir de lui ou être vue avec elle. C'était particulièrement étrange étant donné que cette personne, apparemment sans remords à l'idée d'avoir tué plusieurs innocents, y compris la mère de Crystal, semblait avoir de la considération pour la petite. En 1989, les meurtres ont été évoqués dans un documentaire d'ABC qui faisait partie de la série Unsolved Mystery de la chaîne. Dans ce reportage, le détective a suggéré que 2 criminels distincts auraient pu déposer des chaussettes tubulaires sur les scènes de crime dans le but de lier 2 affaires qui n'avaient pourtant rien en commun, perturbant ainsi le travail des enquêteurs. Cependant, l'homme n'a pas eu l'occasion de prouver sa théorie avant de prendre sa retraite. Au fil des années, l'affaire a sombré dans l'oubli, éclipsée par une vague d'autres meurtres commis par des tueurs en série dans l'État de Washington qui ont occupé tous les gros titres. L'affaire de Mike Rimmer et de Diana Robertson est restée dans l'ombre pendant près de 25 ans, jusqu'à ce qu'un événement inattendu ranime finalement l'intérêt pour cette tragédie. Le 26 mars 2011, un homme du comté de Lewis a creusé dans son jardin, croyant avoir trouvé un crâne d'ours où, pile à cet endroit, un arbre adulte avait poussé. Et vous allez voir que cet arbre a son importance. Il a alors montré le crâne d'ours à son voisin, qui lui a dit quelque chose qui a fait terrifier l'homme jusqu'au plus profond de son être. Ce n'était pas du tout un crâne d'ours, mais c'était un crâne humain. Les adjoints du shérif ont alors libéré leur chien sur la propriété et ont trouvé la moitié d'un squelette humain à proximité. Après plusieurs investigations, les enquêteurs du comté de Lewis ont identifié et confirmé plus tard les restes grâce au dossier dentaire. Et malheureusement, comme on s'en doute, c'était bien le corps de Mike Rimmer. L'arbre qui poussait à travers son crâne a été coupé et les enquêteurs ont compté les anneaux dans son tronc. Ceux-ci ont révélé que l'arbre avait plus de 25 ans et il se trouvait à seulement 1 km de l'endroit où Diana avait perdu la vie des décennies auparavant. La police a également découvert une carte d'identité fortement usée sur les lieux, mais malheureusement cette dernière était tellement usée qu'ils n'ont pas pu déterminer à qui elle appartenait. Les enquêteurs ont supposé que Mike pourrait avoir été assassiné, mais la cause de sa mort restait malheureusement floue. Étant donné que son crâne était resté entièrement intact, la seule cause de décès qui a été écartée par les autorités était une blessure par balle à la tête, comme celle qui avait tué Stephen Hawkins. Malgré tout, ça en disait quand même long. Mike avait lui aussi été assassiné, et donc, peut-être il n'était pas l'assassin. Mais si Mike n'était pas le tueur, que celui-ci était mort, sachant que les faits se sont déroulés il y a 25 ans, est-ce que le tueur était-il, lui aussi, déjà mort depuis longtemps? Les années 1980 ont vu l'État de Washington devenir un terrain fertile pour les tueurs en série. Les environs de Puget Sound ainsi que le comté de Lewis étaient devenus littéralement des cimetières de fortune pour les nouveaux meurtriers. Entre 1985 et 1987, jusqu'à 9 corps avaient été retrouvés et les détectives du comté travaillaient sans relâche, jour et nuit, pour résoudre leurs affaires. Mais chaque nouvelle découverte semblait ne faire qu'ajouter à la liste des suspects. Même une petite ville comme Mineral n'a pas pu échapper à cette vague de violence. Certains ont alors émis l'hypothèse que les meurtres liés aux chaussettes tubulaires pourraient être l'œuvre d'un tueur en série expérimenté qui aurait été actif dans la région à la même époque. Parmi les suspects potentiels figurait Gary Shaw, qui avait violé et tué 2 femmes à Tacoma en 1985, avant de jeter finalement leur corps dans les bois du comté de Pierce, tout près de la route menant en Mineral. Mais il y avait également William Earl Talbot II, un chauffeur de camion reconnu coupable d'un double meurtre dans le comté de Skagit en 1987. Ces victimes, elles, avaient été tuées par balle et par strangulation, mais les enquêteurs n'avaient jamais pu le relier à d'autres crimes. Au début, la police avait établi un lien entre les meurtres de Steven et Ruth et Billy Ray Ballard Jr., un homme accusé d'un double homicide à Kent en mars 1985, mais la piste n'a pour le moment rien donné puisqu'on attend encore des tests ADN. Malgré la mort de l'homme, les autorités n'ont toujours pas exclu Mike en tant que suspect dans le meurtre de Diana. Sa culpabilité ou son innocence se résoudra probablement par la suite à travers un test ADN. 5 dents de l'homme se trouvent actuellement dans un laboratoire à Vancouver, attendant d'autres tests et elles y sont depuis 2020. Les enquêteurs prévoient de les comparer au profil ADN trouvé sur la corde qui liait les mains de Diana. L'ADN de Mike sera également comparé à toute trace retrouvée sur les corps de Ruth et Stephen, puisque si admettons ce n'est pas lui qui a tué Diana, potentiellement il aurait pu avoir tué d'autres personnes. Son innocence sera constamment sous surveillance jusqu'à ce que ces tests ADN soient enfin terminés. Le détective Pat Bill, du bureau du shérif du comté de Lewis, s'occupe actuellement de cette affaire. À ce jour, il reste convaincu que ces meurtres ne sont pas nécessairement liés
et que les deux tueurs ont peut-être simplement utilisé des chaussettes abandonnées par coïncidence. Cependant, il est persuadé qu'il y a davantage de détails que l'on ignore encore liés à l'histoire de Mike que ce que l'on croit, et a d'ailleurs déclaré ceci. Maintenant, qu'il se soit suicidé ou qu'il ait été blessé dans une bagarre, ou que nous ne sachions vraiment, nous ne le saurons jamais. Son père a dit qu'il avait un pistolet de calibre 22 avec lui, qu'il portait toujours. Ce pistolet, lui, n'a jamais été retrouvé. Mais qui sait, dans ces bois, ça pourrait être de A à B, et il y a une si grande zone. Malheureusement, bien qu'il reste de l'espoir, le test ADN pourrait ne pas résoudre toutes les questions persistantes que la police a évitées pendant des décennies. Les enquêteurs n'ont jamais confirmé si la note mystérieuse retrouvée dans le pick-up était écrite par Mike. Ils n'ont d'ailleurs jamais révélé non plus si Ruth ou Diana avaient été victimes d'agressions sexuelles, et ils n'ont pas non plus approfondi la relation possible avec d'autres meurtres dans la région à cette époque. De plus, la cause de la mort de Mike reste un vrai mystère. Il aurait pu tuer Diana, puis se suicider sans avoir utilisé de balles, bien que ce qui a séparé sa tête de son corps reste encore une question sans réponse. Évidemment, j'aimerais bien connaître votre avis concernant cette affaire, si vous pensez que Mike pourrait être l'assassin ou s'il a été lui aussi victime d'un meurtrier. Je comprends tout à fait que Mike était un homme violent, qui laisse donc penser qu'il est clairement le suspect idéal. Franchement, lorsqu'on fait son portrait, on ne peut que penser que c'est lui le coupable. Cependant, tu peux très bien être une mauvaise personne et quand même te faire assassiner. Ce n'est finalement qu'un méchant qui se débarrasse d'un autre méchant, et j'imagine très bien que lorsqu'un meurtrier vient pour tuer des personnes au hasard, il ne va pas forcément se demander si ce dernier est une bonne ou une mauvaise personne. De plus, le fait que l'assassin ait ramené l'enfant, ça par contre, je me dis que ça pourrait très bien être un acte de Mike avant de se suicider, afin que la petite ne meure pas seule dans la forêt complètement perdue. Mais à ce moment-là, j'imagine que la petite, qui savait déjà dire quelques mots, aurait été capable de dire qui l'avait ramené et que c'était Mike, mais elle ne l'a jamais dit. Donc ça me laisse personnellement penser que Mike n'était pas forcément celui qui l'a ramené et que peut-être c'était un meurtrier qui avait, pourquoi pas, des enfants, que c'était supportable pour lui de tuer des adultes mais pas des enfants, et que par esprit de conscience, il a décidé de sauver Crystal. Après, ce n'est que mon avis, peut-être que je me trompe totalement, mais pour le coup, bien que Mike ne soit pas un homme fréquentable, je ne pense pas que ce soit forcément l'assassin de Diana, et je pense que lui aussi, malgré que certes ce soit quelqu'un de mauvais, qu'il ait également été assassiné, tout comme sa petite amie. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous avez pensé de cette affaire, si vous pensez que Mike est coupable ou simplement victime, et ce sera un plaisir de débattre avec vous dans les commentaires. Et comme d'habitude, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like, en vous abonnant juste en dessous, ce n'est toujours pas fait, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, ciao.